Bien. On n'a pas de feu vert officiel, mais je pense qu'on peut commencer cette table ronde. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour assister, ou plus exactement participer tous à cette table ronde dont le titre donc a été choisi, c'était la sommellerie jusqu'à la carte des vins. Vous avez compris que c'était donc la dimension vitivinicole, la dimension vin dans cette grande problématique générale qui est qu'est-ce qu'un bon restaurant, qui nous rassemble pendant ces 2 jours organisés par l'UEHCA. Alors, je crois que c'est aussi l'occasion de remercier l'UEHCA, de donner une place, j'allais dire une place normale à ce monde de la sommellerie, ce monde des sommeliers, qui peut-être paradoxalement ont une place réelle dans l'imaginaire. Tout le monde connaît, en tout cas, a entendu parler de ce qu'est un sommelier. Beaucoup ont eu contact avec un sommelier dans le grand public. Et pour autant, ça reste un personnage un peu particulier, le sommelier, personnage un peu magique, parfois, qui fait peur aussi dans d'autres circonstances, parce qu'il a l'air d'être titulaire d'une science qui nous renvoie à nos propres ignorances lorsqu'on est consommateur lambda, c'est-à-dire 95% des consommateurs. Et donc, je suis tenté de dire qu'aujourd'hui, ce sommelier est souvent dans une situation d'un positionnement qui est marqué par un mot, pour moi, qui est le mot complémentaire. Et quelque part, je voudrais qu'on revienne un peu sur une place qui serait plus seulement complémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un strapontin, c'est une vraie place qui est probablement celle que devrait occuper le sommelier dans la filière vin. Et donc je voudrais essayer, à la faveur de cette table ronde que je souhaite introduire là, de poser d'emblée cette question du difficile positionnement, peut-être trop complémentaire aujourd'hui. Il est complémentaire parce que souvent la question du vin arrive après celle du menu, et puis il y a même des clients qui ne prennent pas de vin, donc c'est une position complémentaire. C'est complémentaire aussi dans la filière vin, vu du point de vue du monde agronomique, du point de vue du monde vitivinicole. Eh bien, ce sommelier occupe une place toute petite dans la représentation que se font les gestionnaires de cette filière vin, qui est plutôt côté ministère de l'Agriculture, plutôt côté monde de la production. C'est un monde qui est piloté par l'amont, c'est-à-dire par les producteurs, par les appellations d'origine, qui sont elles-mêmes organisées par les syndicats de producteurs. C'est un monde qui est très marqué par la production. Et finalement, on ne passe pas souvent la parole aux gens de l'aval, c'est-à-dire de la distribution, en particulier des sommeliers. Et donc, mention complémentaire là encore, et puis la mention complémentaire, la fameuse qui s'appelle comme ça dans le monde de l'éducation, et qui marque beaucoup, quand même, cette idée que, bon, c'est une espèce de petite spécialité. Eh bien, on va essayer de montrer que si c'est une spécialité, en tout cas, elle a toutes ses lettres de noblesse. Alors, pourquoi elle a toutes ses lettres de noblesse aujourd'hui? On va parler du métier, de la vocation peut-être, mais plus exactement aussi peut-être de la mission. La mission du sommelier, pourquoi une mission? On a aujourd'hui, vu du point de vue de la filière vitivinicole, si vous me permettez de donner cet éclairage, puisque je viens de l'Institut des hautes études de la vigne et du vin, donc, qui est l'Institut de l'école d'agronomie de Montpellier, du point de vue de ce monde vitivinicole, le sommelier, c'est quelqu'un qui exerce finalement, qui a une mission qui nécessite des épaules larges. Pourquoi? Parce qu'il est entre des producteurs qui aujourd'hui sont en difficulté pour valoriser toutes les spécificités, toutes les différences de leur vin, face à un marché national qui est marqué par la diminution de la consommation par habitant. On est tombé aujourd'hui en dessous de 50 litres par habitant et par an. Et puis face à des marchés internationaux qui, eux, sont très compétitifs. Donc, du côté de la production, peut-être qu'on pilote la filière, comme je le disais, mais en même temps, on a un mal fou à engager le dialogue avec les consommateurs. Et côté des consommateurs, vous le savez vous-même, vous êtes tous plus ou moins consommateurs, vous en connaissez tous beaucoup, vous voyez à quel point le consommateur est souvent ignorant, souvent complexé d'être ignorant, souvent mal à l'aise et un peu tétanisé par ce monde du vin. Alors, on est obligé de constater une espèce de double paradoxe aujourd'hui. À la fois, bien sûr, les sommeliers assument ce rôle, et on va voir, en donnant la parole aux gens qui connaissent mieux que je ne peux le faire, ce monde de la sommellerie.
Et en même temps, on est obligé de les questionner un peu dès maintenant, en disant, mais bien sûr, on voit bien que la sommellerie progresse, la sommellerie est de plus en plus efficace, de mieux en mieux formée sans doute, mais en même temps, on a tous en tête des exemples un peu catastrophiques, des exemples où on a le sentiment qu'on passe à côté de notre mission d'éducation, hein, que les sommeliers sont parfois passés à côté de leur mission d'éducation de nos consommateurs, parfois passés à côté aussi d'une véritable reconnaissance par la filière vin. La filière vin serait bien inspirée de donner toute sa place au monde de la sommellerie qui est capable de passer des messages. Alors ça va nous permettre d'évoquer sans doute ces paradoxes. Et puis donc tout au long de cette table ronde, on va bien sûr évoquer les caractéristiques de ce métier, les difficultés de ce métier. On va se demander si les sommeliers sont capables aujourd'hui de s'adapter aux nouvelles formes de restauration, est-ce qu'ils sont capables de valoriser les nouvelles formes de vin, donc d'accompagner le consommateur dans sa tentative d'éducation face à des nouveaux types de vins. On va se demander également si quel rapport de la sommellerie avec la dégustation. Là encore, autre paradoxe, excusez-moi de cultiver le paradoxe, mais tout de même, on sait bien que chacun est doué de dégustation dès lors qu'il a ses sens qui n'ont pas été affectés par des pathologies ou autres. Et pour autant, chacun sait aussi à quel point le consommateur est tétanisé par cette expérience de la dégustation et à quel point chacun est capable de se mettre des barrières, non seulement lexicales, Frédéric Brochet en parlera, mais des barrières tout court, même dans sa propre sensation. Et là encore, c'est donc une mission pour le sommelier, non seulement de participer à l'éducation, mais de donner confiance, de donner conscience à ce que tout un chacun va pouvoir ressentir et, du même coup, essayer d'améliorer dans sa propre perception des vins. Encore une mission. Et puis on parlera aussi international un petit peu, puisque aujourd'hui, la sommellerie prend ses lettres de noblesse, essaie de les faire reconnaître au plan international. On parlera association des sommeliers internationaux, on parlera de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui va essayer d'aider cette association internationale à normaliser sur le terme de sommelier. Donc en même temps qu'il est de plus en plus reconnu, de plus en plus valorisé au plan français, il serait dommage qu'il soit galvaudé dans d'autres pays. C'est la grande question qu'on sera amené à se poser. Alors, évidemment, ce sont des thèmes généraux. Vous pourrez évidemment abonder dans ce cadre de ces thèmes prédéfinis, mais bien sûr aussi ouvrir plus largement s'il y a des questions qui vous paraissent, même en dehors de ces champs qui ne sont qu'indicatifs, prendre la parole, bien évidemment. Alors, pour animer cette table ronde, donc nous avons réuni quatre personnalités qui ont tout un angle d'attaque qui va nous aider à bien saisir les différentes dimensions de la sommellerie. Donc, à ma droite, monsieur Paul Brunet, qui a passé la moitié de sa vie professionnelle en tant que professionnel de la restauration et de la sommellerie, et la moitié en tant qu'enseignant. Et puis, il est en train de vivre une troisième moitié, comme tout retraité actif et évidemment passionné, en continuant une vie de professeur émérite, si on veut, en tout cas une vie d'animateur, de journaliste dans des organes que vous connaissez, tels que l'hôtellerie, etc. Monsieur Fabien Lagelle, que vous connaissez peut-être pour différents aspects de sa vie. Il est un peu plus jeune, mais il a déjà aussi une vie à plusieurs facettes, puisqu'il a une vie, bien sûr, de sommelier dans la période de l'édoniste. Et puis aujourd'hui, il est directeur du Rive Gauche à Tours, et en même temps chargé, bien sûr, de tous ces aspects de sommellerie dans son établissement particulièrement. À ma gauche, Jean-François Couteloup, qui nous vient de Languedoc. Jean-François Couteloup est également, alors lui est un enseignant, sommelier et lui-même producteur de vin. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien aussi cette difficulté de dialogue, ou au contraire qui est capable de faire cette interface, peut-être mieux que quiconque, entre ce monde de l'amont de la viticulture, de la production de raisins et de vin, et ce monde de la valorisation en aval de la filière auprès du consommateur, et il nous en dira un mot. Ceci le rapproche d'ailleurs aussi de Frédéric Brochet, lui qui a aussi une vie à plusieurs facettes, vous voyez.
il connaît bien le monde de la sommellerie, il est docteur en sciences biologiques, mention œnologie de l'Université de Bordeaux. Il connaît donc particulièrement ces thèmes sur lesquels il a travaillé, qui sont la dégustation, dans toute sa vision, la vision non seulement psychophysiologique, mais donc contextuelle, et la vision lexicale. Il nous expliquera un peu ce que ça recouvre. En tout cas, c'est très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent à la dégustation, à l'analyse sensorielle, d'écouter les apports de ces sciences. D'autant qu'il a du recul et on pourrait dire non seulement du recul, mais il est un peu sur tous les côtés en même temps, puisqu'il est lui-même aussi producteur, et il est chargé également de toute la division vin d'un autre acteur, non plus en amont, mais en aval de la filière vin, qui est donc bien connu dans le monde de l'épicerie fine, qui est Fauchon. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une très bonne vision de la filière vin et dans ce qu'elle a de plus, peut-être de plus fondamental et aussi de plus prestigieux par certains aspects. Donc sans plus attendre, j'ai envie donc de questionner d'abord, ça va leur permettre de se présenter un peu à vous aussi, et chacun en quelques minutes, hein, vous aurez la parole plusieurs fois dans la table ronde, pour dire comment vous ressentez cette mission du sommelier, dont j'ai dit qu'à la fois il avait une mission très importante, et en même temps, il est peut-être un peu coincé entre ses producteurs et ses consommateurs. Monsieur Brunet ? Bon, je m'assure que le micro fonctionne. Bon, évidemment, la sommellerie, je suis tombé dedans tout petit. Ce que je peux dire, c'est qu'on revient de très loin. Il y a 40 ans, les sommeliers étaient une espèce en voie de disparition. Et grâce à beaucoup de facteurs, mais surtout les concours, et puis l'apport également de l'éducation nationale avec les mentions complémentaires sommellerie, le brevet professionnel et le titre de meilleur ouvrier de France, nous sommes arrivés à un très bon niveau de reconnaissance au niveau national et également au niveau international. Bon, comme c'est simplement une présentation, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour moi, le sommelier, c'est vraiment l'interface entre la profession et le consommateur final. Et en 2 mots, je voudrais définir le sommelier en 2 mots seulement, compétence et modestie. Merci donc Paul Brunet pour ces paroles très incisives et très précises. Peut-être... Bonjour à tous. Moi, je suis beaucoup plus jeune, bien sûr. Et donc, j'attends d'avoir autant d'expérience que vous. Bon, moi, je n'ai pas passé le diplôme de sommelier à l'époque, à Albert Bailly à Tours, parce que je n'avais pas le niveau, tout simplement. Et puis, j'étais pas assez travailleur pour poursuivre. Ce que je peux dire, c'est que les 3/4 des gens qui l'ont passé sont plus dans le métier aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que garder les gens dans le métier, les sommeliers ou autres, c'est des filières où on continue de pousser les jeunes sans qu'ils soient vraiment motivés. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut des gens surtout qui soient passionnés par le vin, les ouvrir à la dégustation et au plaisir avant de leur apprendre des choses qu'ils ne comprennent même pas. Donc ça, c'est un truc important pour les professeurs qui sont ici nombreux, je pense quand même, parce que moi, je suis un autodidacte pur, donc ça, moi je suis peut-être un mauvais exemple pour eux, mais... Et j'adorais mon prof de sommellerie, par ailleurs, hein, qui était à Baillet, qui était quelqu'un qui m'a quand même donné beaucoup de choses. Mais voilà, les profs. Mais donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier d'amour, de passion, et les meilleurs sommeliers sont des gens qui, de toute façon, aiment le produit avant tout, les vins, et font rêver les gens avec modestie, parce que c'est vrai que des fois, on a de tout dans le sommelier, des gens qui ont un niveau très simple et des gens qui ont un niveau très élevé. Il y a d'énormes écarts. Et on peut très simplement, avec juste du plaisir, arriver à communiquer le plaisir du vin et du partage, sans forcément avoir des connaissances extrêmement importantes. Donc voilà, moi je participerai, je pense, dans ce sens-là. Très bien. Merci donc de cet éclairage qui nous invite de toute façon à le réserver quelques minutes à un moment donné pour parler de formation, parce qu'on voit bien que ça ne se fait pas tout seul, cette question de formation. Si les gens qui se forment à ça ne font plus de sommellerie après, et si les gens qui font de la sommellerie n'ont pas été tout à fait formés, ça interroge en tout cas, mais ce serait évidemment caricatural, c'est juste une façon de provoquer, et c'est mon rôle dans cette animation que de présenter ça de façon aussi caricaturale. C'est évident que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais donc Jean-François Couteloup, cette mission du sommelier, vous le vivez comme ça, vous en tant que formateur? Formateur au vigneron, ça dépend de la casquette que vous me donnez.
En tout cas, c'est vrai que le rôle du sommelier aujourd'hui, à mon avis, est fondamental parce que on assiste à une certaine évolution de la classification des vins, puisque à la base, on était basé sur l'AOC, qui était le terroir, hein, en France, avec une réglementation très précise et une culture précise. Dans les années 80, on a vu arriver les vins du Nouveau Monde avec une culture un peu uniformisée, des produits industrialisés, etc. Et il me semble qu'aujourd'hui, on revient vers une notion de vin de vigneron. C'est-à-dire que dans beaucoup de restaurants aujourd'hui, on ne met plus en avant l'appellation obligatoirement, mais le vigneron ou le nom de la cuvée. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que le sommelier est important parce que le consommateur n'a pas obligatoirement la connaissance de tous les vignerons et c'est à lui de conseiller, de faire découvrir et de faire prendre du plaisir aux clients au cours du repas. Voilà. Très bien, alors Jean-François, vous mettez le doigt sur un aspect effectivement très important, c'est que même quand on a décidé de prendre en charge l'éducation du consommateur, ben, c'est quand même pas une mince affaire. Dans un pays où il y a effectivement plusieurs centaines d'appellations d'origine, mais où il n'y a pas que les appellations d'origine, il y a aussi les autres catégories, qu'en fait, évidemment, tout ça est appelé à changer en plus, et qu'en fait, bien sûr, la mondialisation touche aussi, et tant mieux, par certains aspects, mais en tout cas, la connaissance que ça suppose pour le consommateur devient probablement, là encore, un peu affolante, voire un peu répulsive. Alors, comment on fait justement pour établir une carte des vins, comment on fait pour essayer d'éduquer le consommateur face à cette pléthore, ce qu'on appelle parfois l'hypersegmentation des produits vins, ce qui est une véritable difficulté. Hein, vous comprenez bien, dans le monde industriel de l'agroalimentaire, on a quelques marques, et c'est quand même plus facile de valoriser des boissons rafraîchissantes sans alcool, sans les citer, parce qu'il y a un nombre de marques qui est quand même beaucoup plus réduit pour représenter 95 ou 96% du marché. Dans le monde des vins, on a vraiment l'hypersegmentation. Avec un autre paradoxe qui redonne toute sa place au sommelier, c'est que les vins sont consommés pour une majorité d'entre eux à domicile, et à domicile, ils sont donc achetés dans la grande majorité des cas, à peu près 67-68% des cas, en grande distribution. Et la grande distribution, elle, n'a pas du tout menti lorsqu'elle a annoncé qu'elle ne ferait jamais de conseils aux consommateurs. Et ça, en tout cas, elle tient ses promesses là-dessus, puisque à part quelques tentatives plus ou moins réussies de bornes interactives plus ou moins en panne, on voit bien que le consommateur est surtout livré à lui-même face à un rayon vin qui l'affole, un rayon vin devant lequel il passe un temps de plusieurs minutes, là où il passe plutôt quelques secondes dans d'autres rayons, et dans deux fois sur trois, il repart avec rien. Ce qui veut dire qu'il est particulièrement décontenancé. Dans cet univers où la grande distribution donc, lui offre des produits, mais ne lui offre pas de conseils, il faut bien que ce conseil provienne de quelque part et de quelqu'un. Et il y a finalement trois possibilités. Il y a trois acteurs qui aujourd'hui se proposent de jouer ce rôle. Ce sont les vignerons eux-mêmes dans la vente au caveau. Ce sont les cavistes qui, eux, valorisent aussi leur connaissance des produits. Et puis le reste, eh bien, ce sont les sommeliers dont on parle aujourd'hui et dont on peut se dire que si vraiment ils assument ça, eh bien, ils jouent un rôle extrêmement important dont les vignerons seraient bien inspirés de se souvenir. Est-ce que c'est votre avis, Frédéric ? Absolument, enfin ou partiellement. Je tiens juste à préciser que donc pour la cohérence avec le programme, je remplace Gilles Moreau, qui est donc chercheur à l'université de Montpellier, avec lequel j'ai mené les travaux que vous connaissez peut-être donc sur l'influence de la couleur et du contexte en matière de dégustation, et qui ne pouvait se rendre ici pour la bonne et simple raison qu'il était lui aussi occupé avec son vignoble qu'il a près de Montpérou. Voilà. Alors, en ce qui concerne le métier de sommelier, moi je suis convaincu que c'est un très beau métier, mais que je suis ravi qu'il ait été sauvé il y a une cinquantaine d'années, mais heureusement il reste beaucoup de chemin à parcourir. En particulier, puisque moi je trouve que nos sommeliers, et en particulier la formation en sommellerie, est vraiment très déconnectée, comme vient de le dire Jean-François, très déconnectés des réalités du vin d'aujourd'hui. Parce que finalement, ils passent leur temps à apprendre les appellations contrôlées. Et moi, quand je vois une carte qui est organisée autour des appellations contrôlées, ça me désole. Parce que c'est sans intérêt d'avoir des gens qui vendent encore Bordeaux 2005. On voit encore des cartes de restaurants. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui a une carte avec des mentions comme ça. Bordeaux 2005, Pouilly fumé, Sancerre. Pour moi, une carte ne veut rien dire. C'est comme si on vous proposait d'aller, vous aviez la carte des plats dans laquelle on vous disait veau, carottes,
bœuf, voilà, bon, c'est sans intérêt. Donc là-dessus, il y a vraiment un immense chemin à parcourir. Et je crois qu'en matière de formation, la formation a été souvent montée sous l'égide finalement du ministère de l'Éducation, sous influence du ministère de l'Agriculture, qui elle-même a cette volonté très française d'ordonner les choses, de faire des typologies bien carrées. Or, on se rend compte, comme vient très bien de le dire M. Hanin, que les critères d'achat des consommateurs ne sont pas ceux-là. Et quand on demande, alors ça c'est la partie affligeante de notre métier, quand on demande aux Français quel est le premier critère d'achat des vins, ils répondent le prix. Et quand on leur demande quel est leur deuxième critère d'achat, ils répondent la couleur. Donc là, après, vous voyez qu'il y a encore du chemin. Et on se moque souvent des Américains. On était hier dans un séminaire où il y avait une donnée intéressante. Quel est le premier critère d'achat d'un Américain? C'est le cépage quand même. Donc finalement, ils sont en avance sur nous parce qu'ils ne regardent pas le prix, ils regardent au moins le cépage. Bon. Et ensuite, ils regardent la marque, mais la marque, finalement, ça peut être un domaine, c'est-à-dire ça peut être un vigneron. Et donc là-dessus, le champ des possibles est tout à fait large. Il y a aussi beaucoup de progrès dans le métier à faire en matière d'importance du service. Et là aussi, franchement, j'insiste, parce que j'ai la chance d'avoir un auditoire qui a de l'influence sur la question. C'est pas normal que dans les lycées hôteliers, que dans les restaurants, les gens qui sont des restaurants, qui ont pas forcément une étoile au Michelin, c'est parce qu'on en a tout le monde, mais qui défendent la gastronomie française, il y en a plein, on trouve encore des verres qui soient des verres qui datent, excusez-moi l'expression, mais du Moyen-Âge de la dégustation. C'est-à-dire dans lesquels on a des doses de vin comme ça, on ne peut rien sentir. Et on voudrait défendre nos vins, défendre la formidable potentiel de nos vignerons, des gens qui travaillent dans les vignes et dans les caves, et en servant ça dans des gobelets en plastique. C'est pour moi, c'est l'équivalent du gobelet en plastique. Non, ça, c'est pas sérieux. Et aujourd'hui, des pays comme l'Espagne ou l'Italie, vous descendez dans la plus esquintée des stations-service sur la plus égarée des nationales, et vous avez un type qui vous sert un vin dans un verre qui est plus haut que celui que vous trouvez dans un logis de France en France. Et ça, c'est pas normal. Donc il y a du travail à faire pour les sommeliers pour mettre en avant. Alors, heureusement, ça commence. Hein. J'imagine que chez vous, Fabien, c'est pas comme ça. Mais il faut absolument qu'on avance là-dessus. Il faut que vous jetiez à la poubelle. J'ai pas d'action ni chez Riedel, ni chez Schott, ni chez Arc International. Je vous rassure tout de suite. Vous pouvez vérifier. Je vous donnerai la constitution exacte de mon plan d'épargne en action. Mais là-dessus, franchement, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de travail à faire. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'on croit que c'est plus important. Évidemment, on croit tous que le vin est le plus important. Et là, c'est là où je rejoins un peu ce qu'Hervé souhaite, dont il souhaite que je parle, qui est que eh bien, le contexte, c'est essentiel. Jean-Pierre Corbeau le dirait, ou Joseph Hossenlop, ils ont une formule, ils disent la perception égale P égale 3P. La perception, c'est trois choses. C'est le produit, bien sûr, mais c'est aussi la personne et c'est aussi la place. La place, c'est quoi? C'est le contexte. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est le verre. C'est l'éclairage, voilà, comme là, nous, éblouis. C'est l'ensemble des paramètres dans lesquels on est. C'est la température dans laquelle on est. C'est le sourire du sommelier. C'est l'agréable compagnie dans laquelle vous êtes. Et ça change tout. Ce qui explique pourquoi, Jacques Puiset, qui est un local, le dit déjà depuis 20 ans, ça explique pourquoi vous n'avez jamais deux fois la même impression. Donc vous êtes confronté à un vin une fois, et puis vous trouvez le même vin, vous essayez de retrouver la même chose, vous n'y arrivez pas, parce que les éléments ne sont pas regroupés pour que vous soyez confronté à cette perception. Et là, le sommelier il a un rôle énorme, qui est celui de mettre en scène ce sujet, et aussi de mettre en scène la carte des vins. Moi, quand j'arrive dans un restaurant qui a une carte des vins Bordeaux-Bourgogne, je dis je jette directement, je ne prends pas de vin. Effectivement, je ne prends pas de vin parce que je me dis, le type qui est là, il va me servir un truc dont il se moque. Donc, j'ai aucune raison de m'intéresser à ça. Finalement, je préfère prendre un Vitel, parce qu'au moins, le Vitel, je suis sûr que c'est quelque chose que je connais. Voilà. Je dis ça parce que c'est ce qu'on annonce de l'Évian. Comme ça, tout le monde est content. Et ça, c'est vraiment un problème très important. Par contre, et là aussi, on est en retard sur ce qu'on peut proposer dans les cartes. On peut organiser les cartes un peu différemment que les catégories régionales. On peut les organiser par style, on peut les organiser par catégorie de vins. Les vins bio, les vins biodynamiques, les vins traités, les vins super traités. Voilà. Non, mais pourquoi pas? On peut organiser les cartes. Au moins, ça changerait. On prendrait une partie de plaisir, quoi. Alors après, il y a les cartes annuaires. On se tourne. Alors il y a des pages et des pages de millésimes, avec des prix. Donc ça, c'est très compliqué en plus à gérer pour les sommeliers, pour le coup. Donc en fait, il y a énormément de travail potentiel
pour nos amis sommeliers, et aussi beaucoup pour vous qui les formez. Et ils sont très certainement, en tout cas, l'interface et l'intermédiaire entre nous, les vignerons, et nous, les consommateurs aussi, d'ailleurs, parce que je m'inclus dans cette catégorie-là. Je ne fais pas partie des vignerons qui ne boivent pas de vin. Gardez-vous-en bien. Et pour finir, donc, pour la partie activité du sommelier, eh bien, chez Fauchon, l'intégralité de la force commerciale est constituée de sommeliers. Donc, on embauche des gens qui sont tous des sommeliers, parce qu'on considère qu'effectivement, ça leur donne un minimum de crédit et que c'est quelque part la formation minimum pour accéder au statut de vendeur. C'est donc aussi un devenir pour le métier. Il ne faut pas envisager qu'on va finir sa vie uniquement dans un restaurant avec toutes les implications horaires et les contraintes familiales que ça impose. Il y a plein de dispositions. Et la chose que je voulais dire, parce qu'il y en a abordé beaucoup de points, c'est sur l'idée du conseil. Donc effectivement, le métier de conseil est très important. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en France, et ça, en même temps ça ouvre sur la question internationale, on dit souvent qu'on ne sait pas acheter du service. Vous savez, les sociétés de service ne font pas des grosses affaires parce que les Français ils disent « Ouais, mais je vais faire le boulot moi-même, je vais me dessiner ma plaquette, parce que je sais faire, je ne vais pas acheter quelqu'un qui me dessine ma plaquette, qui écrit pour moi, je vais me débrouiller. » Puis résultat, on n'a pas un très bon marketing. Et en fait, c'est vraiment intrinsèquement, on dirait, dans nos gènes de ne pas trop demander d'infos. Et il y a quelques années, j'avais des actions, cette fois-ci, dans une société qui faisait du conseil à la consommation et qui vendait des prestations de services, notamment aux grandes surfaces. Et c'était un concept de sommelier en ligne. Donc, c'était une société qui avait embauché des sommeliers, qui étaient sur un plateau téléphonique. C'était vraiment des professionnels. C'était pas une speakerine bulgare qui lisait des réponses aux questions, comme quand vous appelez Orange ou SNCF. Et non, mais ils sont très bien, mais simplement, c'est pas facile de lire un écran quand on ne sait pas où se trouve ni Tours ni Vierzon. Bon, c'est pas quoi. Et alors, là, c'était vraiment des gens qui savaient ce que c'était que Pumisson, qui savaient que c'était pas très loin de Montpérou, qui savaient que Vouvray, c'était en face Montlouis. Enfin, voilà, des gens qui avaient vraiment une expérience du terrain. Et en fait, à notre grande surprise, il y a une grande enseigne qui avait communiqué très fortement sur le numéro, qui s'appelait Taratata, pas de publicité, vous conseille en ligne. On avait acheté des grands panneaux. Et le taux d'appel était extrêmement faible. Extrêmement faible. Alors, au point qu'à un moment donné, on avait mis des téléphones dans les rayons. Et là, les gens n'appelaient pas. Alors que ça marchait. Hein. Les gens pouvaient nous appeler et on leur répondait s'il fallait passer 1 heure parce que le gars, il voulait vérifier si tous ces vins étaient à boire sur une liste de 200 vins. On le faisait pareil. C'était pas un problème. On pouvait rester 1 heure en ligne. On n'avait pas de limitation. On n'était pas. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, il y avait très peu de demandes des consommateurs là-dessus. Voilà. Et, Ok. On a la parole en plus. Merci. Alors, on va bien sûr avoir l'occasion de réagir parce que c'est propre des tables rondes quand même que d'avoir des propos qui sont parfois provocants, et tant mieux. Et tant mieux, mais ça nous renvoie à nos propres réalités. C'est pas provocant ne veut pas dire inventé ni dangereux. Simplement, on voit bien que, bon, ça c'est plutôt la bonne, il y a quand même quelques bonnes nouvelles là-dedans, c'est que la sommellerie est sortie, a failli rentrer dans l'oubli, et au contraire, on est sorti, on l'espère définitivement, que des progrès sont importants, que la prise de conscience du rôle des sommeliers va sans doute grandissant. Pour autant, on voit quand même que beaucoup de choses restent à faire, que le mieux est parfois l'ennemi du bien, on voit que les belles cartes sont parfois un peu répulsives, que des sommeliers qui sont extrêmement sous les feux de la rampe, à la fois attirent effectivement le regard du consommateur ou du téléspectateur, mais qui se dit en même temps, mais oh là là, si c'est ça connaître les vins, effectivement, ça me renvoie encore plus à mes propres ignorances. Donc, comment faire pour non seulement faire progresser cette sommellerie, et en même temps emmener vraiment non seulement l'ensemble des sommeliers de métier, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui, plus ou moins formés, mais en tout cas, vont assumer ce contact, cette interface, ce rôle d'interface avec les consommateurs. Comment faire pour aider à décomplexer le consommateur, parce qu'on a le sentiment quand même que c'est la mission première, peut-être, une des missions premières des sommeliers. Alors, Fabien voulait réagir, et Paul Brunet. Apparemment, il a plus envie que moi. Tout de suite, là. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. C'est très gentil, là, il respecte les cheveux blancs. Moi, que je me sois trompé de séminaire depuis 2 jours, le titre, c'est « Qu'est-ce qu'un bon restaurant ?» Alors, un bon restaurant, c'est un établissement où on va être bien accueilli, on va avoir une bonne cuisine, pas forcément une grande cuisine,
et on va se voir proposer également un bon vin. Mais qu'est-ce qu'un bon vin? Alors là, on pourrait faire un séminaire là-dessus. Un bon vin n'est pas forcément un grand vin. Ça, je voulais le préciser. Donc, un bon restaurant, il ne faut jamais dissocier l'offre de vin, dans la diversité, dans la façon de les présenter et dans la qualité. Et je me plais à croire, parce que c'est moi qui ai le plus d'expérience, excusez-moi, de dire que ça a beaucoup évolué. Alors, il y a encore des cartes comme celles que vous avez citées tout à l'heure, mais Dieu soit loué, il y a eu de gros progrès de fait. Je fais partie du jury du Grand Prix de la presse du vin pour les cartes, pour les meilleures cartes de France. Alors, une carte, ce n'est pas l'apanage d'un 3 macarons Michelin. Nous avions différentes catégories, prestige, tradition, brasserie, bar à vin, un nouveau concept, dont vous voyez au niveau de la presse du vin, eh bien, on pense également au bar à vin. Ça me permet de vous redonner la parole. En fait, moi aussi, j'étais un peu provoqué par M. Brochet sur ce qu'il disait, parce que, moi, j'ai eu 2 affaires, un restaurant à vin, caviste et bar à vin pendant 6 ans, et là, un gastronomique avec une grosse carte des vins. Passionné par le vin, c'est normal. Mais quand même, ce que vous avez soulevé, c'est en voie de perdition, je dirais, parce que c'est vrai que c'est noir, c'est horrible. Moi, quand j'arrive dans un restaurant et que je vois Pouilly, le millésime, encore quand il est bon, ou, enfin, je veux dire, c'est horrible, mais c'est quand même assez rare dans les restaurants traditionnels et pas dans les brasseries ou les boui-boui, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, grâce à la formation et grâce même aux gens qui ne sont pas sommeliers, les patrons qui font ce métier-là par choix, ils mettent quand même souvent le nom du vigneron. Même s'ils ne vont pas dans la sélection vraiment du domaine, mais c'est quand même rare de trouver des trucs comme ça. Je parle dans des établissements qui sont quand même qualitatifs, pas des trucs de base, quoi. Moi, je n'utilise pas les. J'espère que les gens des guides sont partis. Moi, je n'utilise pas les guides pour aller dans un restaurant. Moi, j'utilise le feeling et comment j'y vais. Je vais tout le temps au restaurant, très souvent. Et je peux vous dire que franchement, d'abord, il ne se trouve pas une carte des vins dans laquelle il n'y a pas une coquille. Déjà, ça c'est sûr. Alors, ça, je suis d'accord. Mais c'est pas très grave en France. Non. Là, je me permets de faire un appel à mes collègues formateurs. Alors, il y a une statistique très précise de la DCCGRF, c'est ça ? DGCCRF. Voilà, très exactement. Il y a une carte des vins sur 3 où il y a une erreur. On trouve régulièrement, par exemple, Coteau avec un accent circonflexe, blanc de blanc sans F, et on va prendre un exemple local et ô combien récent, noble jouet tout simplement sur une carte, les Tourangeaux apprécieront. Non, mais donc ça c'est un cas, mais quand même, les 4 ou 5% de restaurants qui se sont ouverts dans les 5 dernières années, effectivement, en général, ils ont des belles cartes. Mais toute l'historique de notre restauration, quand on traîne un peu sa savate dans notre superbe pays, eh ben, on va de déconvenu en déconvenu, avec aussi des fonds de cartes, parce que les restaurateurs veulent absolument avoir un fond de carte, même quand ils sont à Marcillac, il faut qu'ils aient un fond de carte avec un Bordeaux à 4 sous, excusez-moi. Ben ça n'a pas de sens, ça aussi. Et ça disparaît pas aussi vite qu'on veut bien le dire. Alors peut-être que j'utilise plus les guides que vous, alors je me conduis peut-être un peu mieux. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que les établissements que je choisis pour manger, même si je suis restaurateur, je vais quand même très régulièrement en mes temps libres au restaurant, parce que je suis passionné aussi par ça. Et j'ai la chance d'avoir des restaurants quand même où il y a des belles cartes des vins. Moi, je suis quand même assez content aujourd'hui des sommeliers, mais des sommeliers, c'est vrai qu'ils font bien leur boulot. Il y a tout dans le sommelier. Il y a le sommelier qui se dit sommelier, on en connaît dans la région, qui sont là depuis 20 ans, qui n'ont jamais changé la carte et qui travaillent avec un vigneron parce qu'il l'aime bien et qu'il a son petit carton tous les ans. Et alors que le vin est minable depuis 10 ans et qu'il n'y a pas de nouvelle génération, quoi. Donc voilà, il y a tout et n'importe quoi, mais comme dans tous les corps de métier, je pense. Alors, on va essayer de clarifier un peu tout ça, parce que si je comprends bien, je vois bien qu'il y a tous les signes quand même de qualité qui peuvent exister. Il y a des gens qui font très bien leur métier, il y a des gens qui sont capables de faire des belles cartes. Alors après, on peut voir les bouteilles à moitié vides ou à moitié pleines. Effectivement, est-ce que il y a les défauts qu'on peut enregistrer aujourd'hui, est-ce qu'ils vont en s'amenuisant, ou est-ce qu'au contraire on peut être irrité par le fait qu'on ne progresse pas assez vite ou pas assez tout court. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle un peu de ça, et en tout cas au sens de ce qui pourrait probablement être le plus efficacement, le plus rapidement corrigé par les effets d'une bonne éducation des sommeliers, une bonne inscription dans les programmes de formation peut-être, et donc les choses sur lesquelles on a envie d'insister parce que ça serait payé d'un retour sur investissement assez rapide. Quels sont peut-être les grands défauts au sens où on pourrait
probablement imaginer de les corriger assez vite, assez efficacement. Jean-François? L'enseignant en cours, ouais. Déjà, il y a des programmes, donc ça, on ne peut pas les changer. Il y a aussi des épreuves d'examen qui sont ce qu'elles sont et qui sont souvent des contrôles de connaissances dans tous les diplômes. Bon, hormis sur la sommellerie, il y a des dégustations. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une obligation de l'enseignant, c'est de faire passer le programme dans son intégralité. Et Dieu sait, pour ceux qui enseignent les vins, ce que ça représente comme difficulté par rapport au nombre de cépages, au nombre d'appellations pour un élève avec le peu d'heures qu'il a de cours. Mais il y a aussi après tout ce qui concerne, et là on revient sur le métier du sommelier, c'est la notion de conseil et de plaisir. Donc, parce que quand on parlait de plaisir, c'est vrai que l'environnement et faire prendre du plaisir au client, c'est faire en sorte qu'il y ait un accord entre le mets et le vin et qu'il ait un peu rêvé. Alors conseiller, ça veut dire parler de plusieurs vins, parler du vigneron, de l'endroit où il est, du type de vin et de sa structure, et qui va faire que le vin va compléter le plat. Voilà. Et bon, c'est vrai que le rôle du sommelier, à mon avis, il est d'autant plus important aujourd'hui. Si on regarde un peu le consommateur, donc on parlait du prix, etc. C'est vrai dans la grande distribution, c'est aussi vrai dans la restauration. Parce que bon, il y a les problèmes de pouvoir d'achat, certes, mais il y a aussi tout ce qui concerne le côté répressif par rapport à la circulation, le fait qu'on consomme beaucoup moins. Et c'est vrai que le consommateur, aujourd'hui, le client de restaurant consomme moins prend pas une bouteille obligatoirement, mais demande d'avoir du vin au verre, demande d'avoir pouvoir emporter sa bouteille, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en termes de rentabilité pour l'établissement, avoir un bon sommelier, c'est aussi gagner beaucoup plus d'argent. Alors, moi, je veux bien réagir là-dessus parce que ça m'intéresse et je pense que c'est important parce que je suis aussi patron aujourd'hui. Avant, j'étais mon patron, mais j'avais 2 salariés qui étaient. Voilà, c'était une petite structure. Là, aujourd'hui, on est 16. Le restaurant a 1 an et heureusement que je suis sommelier et passionné par le vin pour faire ma carte parce que j'aurais carrément pas les moyens de payer un sommelier pour le faire. Donc ça, c'est un problème économique aussi parce que les sommeliers, moi, j'aimerais bien avoir les chiffres de ceux qui trouvent du boulot en tant que sommelier et pas en tant que serveur avec une possibilité de qualité de sommelier. Ce serait intéressant de savoir ça parce que c'est comment on se paye un sommelier. Parce que c'est bien, ils sont formés bien ou pas, ça c'est vrai que c'est important. Il y a peut-être des choses à améliorer, peut-être plus déjà dans les CAP, BEP, déjà de faire plus de vin. Parce que c'est important le vin dans un restaurant, c'est hyper important. La cuisine, le service c'est bien, mais le vin, on se rend compte que moi, tous mes serveurs, ils ont une super notion de vin et je les recrute comme ça. Parce qu'ils ont cette affinité et donc déjà, on sait qu'ils aiment le produit. Et donc, ils aiment le métier, quoi. C'est vraiment partie intégrante. Et donc, le truc, c'est que le sommelier, en général, on le pousse à aller là-dedans parce que c'est une mention en plus, c'est une facilité. Mais on ne le pousse pas pour être sommelier, forcément. Ce sera un moyen de se vendre mieux. Et donc, ça, c'est un problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de poste. Parce qu'il n'y a pas assez de restaurants qui ont les moyens de mettre un sommelier. Un restaurant de 25-30 places, souvent, c'est le patron qui fait la carte des vins. Et c'est, comme disait tout à l'heure M. Brochet, même s'il fait des efforts sur la présentation, en général, c'est souvent le chef, le patron, ou si c'est le patron qui en salle, c'est un mec qui a fait une reconduction ou quoi. Il y a plein de facteurs, mais ils ne connaissent pas forcément le vin, quoi. Lorsqu'un sommelier, lui, connaît quand même ses bases, même si c'est hyper arithmétique, académique, etc. Les cépages, les AOC, c'est vrai que bon, ça c'est la formation, c'est important, on est aussi là pour parler de ça. Moi je dis qu'il faudrait beaucoup plus de déplacements sur le terrain, la rencontre avec les vignerons, dans les régions. Par exemple, on est à Tours, nous ici, les sommeliers de l'école de Baillet, moi ce que je trouve que c'est bien, c'est qu'ils aillent voir toutes les semaines, au moins une fois, un domaine, etc. Beaucoup plus qu'ils le font à l'heure actuelle, même s'ils le font pas mal. Parce que moi, j'ai embauché une personne dans mon ancien restaurant qui avait fait c'était un BTS commercialisation des vins, je crois, ça existe. Et eux, ils se déplaçaient vraiment beaucoup. Mais en Bourgogne, il y avait des moyens. Mais dans les écoles hôtelières, quand même, je trouve qu'ils n'y vont pas assez. On amène des bouteilles à goûter dans les éviers. Alors moi, c'était il y a 15 ans, la sommellerie. Alors bon, peut-être que ça a vachement évolué. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Plus que d'apprendre. Ça dépend du niveau. Mais vous parlez d'Albert Baillet. Oui. Et moi, j'ai quitté l'éducation nationale depuis déjà assez longtemps. Il y a un BP sommellerie, un brevet professionnel de sommellerie. Eh bien, dans le programme, il y a la visite de tous les vignobles français. Et depuis le début. Donc, il serait souhaitable que les sommeliers aillent vers la production, mais que quelquefois, la production vienne voir un petit peu ce qui se passe, y compris à l'éducation nationale. Et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, c'est que je n'en fais plus partie. On est bien d'accord. Alors, bon, j'ai écrit des articles qui ont fait beaucoup de bruit sur l'enseignement des vins dans les écoles hôtelières, mais il y a quand même des choses très, très positives. Et je regrette un petit peu que, quand j'ai eu la parole la première fois, on n'ait pas défini la notion de sommelier. Alors, dans l'esprit du consommateur, le sommelier, c'est le monsieur bien habillé, la grappe, etc., qui arrive avec son tablier. Alors ça, il y en a quelques-uns, et ils sont brillants. Il y a 10 jours, j'étais à Perpignan pour le concours du meilleur sommelier de France. Les 4 finalistes, j'ai pris la parole après, je n'ai pas dit ça pour leur faire plaisir. Ils ont été impressionnants.
impressionnant. Et je peux vous dire que ceux qui ont le titre de meilleur sommelier de France maintenant sont à un niveau que nous, moi où j'étais meilleur sommelier de France au début des années 60, on était loin, loin d'avoir ce niveau. Et simplement une phrase d'une candidate qui était en finale, qui a été brillante, parce qu'il y a des jeunes filles en finale aussi, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez du métier de sommelier ?» Elle nous l'a dit. Et il y a une phrase que j'ai relevée, « Le sommelier doit être présent et jamais pesant. » J'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Alors, la notion de sommelier, alors il y a les sommeliers en titre, et puis pour moi, je l'ai écrit très souvent dans mes articles et dans mes ouvrages, j'ai tendance à assimiler au sommelier celui qui chaque jour en remplit les fonctions. Que ce soit le chef de rang, le maître d'hôtel, le patron, la patronne. Et je voudrais rendre hommage, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de dames dans la salle, à toutes ces femmes de restaurateurs qui sont passionnées de vin et qui font partager leur passion. J'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Paul Brouillet donc, de ces précisions. Au final, je reste quand même un peu sur une interrogation, parce que quand je compare le nombre de restaurants qui peuvent exister dans notre beau pays et le nombre de gens qui sortent avec une mention complémentaire ou a fortiori avec ce brevet professionnel, ben on est quand même sur des effectifs extrêmement réduits. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, mais on manque vraiment de sommeliers. Tout à fait. Et en tout cas, on manque vraiment de moyens d'en former beaucoup plus. Et quand j'écoute Fabien, qui me convainc aussi très bien, il me dit, mais avec déjà un aussi faible nombre, il n'arrive pas à trouver d'emploi parce qu'on n'est pas capable de le rémunérer. Donc on sent bien quand même qu'il y a sûrement là des marges de progrès à réaliser sur le plan quantitatif, sur le plan des équilibres des flux, et peut-être au niveau des formations à ce moment-là de base. Si effectivement on manque, mais de quoi est-ce qu'on manque? On va en parler sur le plan qualitatif cette fois. Si on manque simplement d'une capacité à faire parler, à décomplexer les consommateurs, à engager un dialogue fructueux pour tout le monde, sans pour autant apprendre des listes d'appellations d'origine par cœur et de les recracher, peut-être qu'il y a effectivement de la place pour améliorer la formation générale, cette fois, pour l'ensemble des gens qui auront un diplôme et un métier dans la cuisine, dans le service, dans l'ensemble, plus ou moins avec une mention de sommellerie, mais en tout cas, peut-être que la formation de base mériterait peut-être d'être revue. Mais là, j'en parle tout à fait de l'extérieur. Pardonnez-moi si je ne sais pas si c'est une banalité ou quelque chose d'iconoclaste. J'en ai aucune idée. Je veux garder un peu ce point de vue un peu extérieur, puisque je ne suis pas de l'éducation nationale. En tout cas, il me semble quand même qu'il y a là une source de malentendus, en tout cas de hiatus entre le nombre de restaurants, le nombre de diplômés de la sommellerie et peut-être les besoins réels tels qu'exprimés par le marché. Jean-François. Non, je pense qu'en fait, l'éducation nationale remplit sa mission parce que dans toutes les formations du CAP au BTS, il y a un module connaissance des vins. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des généralités. Maintenant, on ne peut pas dire à tous les professeurs de cuisine qui vont faire des 3 étoiles Michelin. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'envie de l'élève, l'envie d'évoluer, l'évolution dans le métier, etc. Donc notre rôle, c'est aussi c'est de donner des connaissances de base, mais c'est aussi d'éveiller certaines curiosités à l'élève qui va faire qu'après, il va être intéressé. Hein. Le poste de sommelier à lui-même à part entière, à mon avis, hormis dans quelques grandes maisons, ne peut pas se justifier parce qu'en termes financiers, c'est important. Par contre, il est important que tous les serveurs qui sont amenés à parler avec le client connaissent au moins tous les vins de la carte, mais ça implique aussi que le directeur de restaurant ou que le patron les ait formés, les ait fait déguster, etc. Et je pense que c'est notre rôle à nous en tant qu'enseignants est surtout d'ouvrir des portes et des chemins, en fait, de montrer une direction. Et puis maintenant, c'est à eux, après, par la suite, ceux qui ont envie ou pas envie de voir. On ne peut pas aussi obliger tout le monde tout le monde a des envies qui sont différentes. Hein, voilà. Bien sûr. Mais l'important, c'est que tous aient eu une formation et des connaissances de base. Voilà. Et après, créer l'envie. Créer l'envie, je crois que c'est ça qui est important. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut surtout pas une accumulation de connaissances. Les 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape, on n'en a rien à cirer, excusez-moi. Mais en revanche, si un professeur, quel que soit le niveau du CAP au BTS, arrive pendant 1 heure, 1 heure et demie à parler à ses élèves, à ses étudiants de vin avec passion, eh bien, par la suite, ils continueront à étudier les vins. Et il y a une chose que vous venez...
Je ne veux pas monopoliser la parole. Vous venez de parler des connaissances de la carte des vins. Il est impossible, on peut être meilleur sommelier du monde, on ne peut pas connaître tous les vins du monde. En revanche, dans chaque restaurant, tout le monde devrait pouvoir répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, sur les vins figurant à la carte. Hein, lorsqu'un vin figure à la carte, qu'on pose une question et que le personnel n'est pas capable d'y répondre, c'est absolument intolérable. Ouais, mais un apprenti qui vient de rentrer en cours, il ne peut pas savoir. Non, attendez, je suis désolé. À 15 ans, L'apprenti, en 15 ans. principe, il ne prend pas la commande, et s'il apprend, il suffit d'avoir une carte des vins affichée à l'office, hein, avec quelques annotations. Hein, moi, j'allais faire des saisons à l'Ermitage, à la Baule, j'avais des stagiaires, et bien, ils avaient toujours la carte des vins avec, Beaujolais, le cépage, quelques caractères des vins. On l'affiche à l'office, et puis hein, celui qui n'est pas capable de répondre, ben, c'est parce qu'il n'a pas fait l'effort nécessaire. Et à l'époque, on pouvait lui dire « tu vas voir ailleurs », mais ça a évolué. Hein. D'accord. En tout cas, donc, on a bien compris qu'en haut de la pyramide, ça va plutôt bien. Il y a des meilleurs ouvriers de France, il y a des concours, des meilleures cartes, il y a des gens qui sont qui sont arrivés la semaine dernière à un haut niveau, et même le 4e était déjà à un très beau niveau. C'est plutôt en bas de la pyramide que ça se gâte, parce qu'on a un petit peu de mal à donner même ce niveau minimum qu'on pourrait attendre. On, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le consommateur quand il va rentrer dans un restaurant pas toujours étoilé, et sur lequel il aimerait quelques précisions sur la carte. Alors, peut-être très rapidement, mais que chacun puisse s'exprimer là-dessus, au fond, c'est quoi la constitution d'une bonne carte? Est-ce qu'il faut effectivement qu'il y ait quand même ce que le consommateur peut attendre, c'est-à-dire justement, là, le caressé dans le sens du poil sera notoriété. Effectivement, on a tous en tête des cartes un petit peu banalisées. Est-ce que, évidemment, le consommateur étranger qui va arriver il va vouloir un Bordeaux, évidemment, puisque Bordeaux, mais même pour le consommateur français, je vous rappelle que Bordeaux, d'après les enquêtes qu'on a pu mener, Bordeaux, c'est l'appellation la plus connue pour les Français, mais c'est aussi la marque la plus connue, et c'est aussi le cépage le plus connu pour les Français. Donc, vous voyez, donc, la connaissance des vins par les Français. Alors, vous voyez que, effectivement, le touriste, il est possible que le touriste japonais ou saoudien, il ait besoin, quand même, s'il ne voit pas de Bordeaux sur la carte, peut-être qu'on peut se dire, c'est comme s'il venait à Paris et qu'il ne voit pas la Tour Eiffel, on peut se dire. Mais on peut se dire, à l'inverse, c'est peut-être justement l'occasion de lui montrer qu'il y a d'autres choses que Bordeaux. Alors, comment est-ce qu'on équilibre ça? Comment est-ce qu'on cueille le consommateur sans le froisser, mais qu'on essaie quand même de profiter de notre situation pour faire un peu d'éducation? Frédéric? Je crois qu'il n'y a pas de recette de carte des vins. On ne peut pas dire qu'il y a une carte des vins qui est bien ou une carte des vins qui n'est pas bien. Moi, j'apprécie des cartes de vin parfois extrêmement concises. Avec des gens qui, je comprends, ils ont une affaire de restauration dans laquelle justement ils ne peuvent pas investir sur un sommelier. Ils préfèrent avoir 5 vins à la carte et de les faire fonctionner comme ça. Et moi, je suis même extrémiste au point que je considère que quand je vais dans un restaurant, c'est pas à moi de décider ce que je veux manger. Moi, j'aime tout, je suis un vrai gastronome. Donc, si on va au restaurant, c'est qu'on est un minimum gastronome. Sinon, on va pas au restaurant, on achète un sandwich. Et à ce moment-là, c'est à la fois le chef qui doit choisir ce qu'il a de bon au frigo en ce moment avec les bons produits, parce que finalement, on en arrive avec des cartes où il y a en permanence des salades niçoises avec des tomates qui viennent de Hollande. Donc ça, c'est malheureusement dans la restauration simple, hein, j'entends. Donc je préfère des gens qui se disent, vous aurez un plat du jour avec un vin qui en ce moment et va bien avec ce plat. Et donc, pour moi, la meilleure carte et le meilleur restaurant, c'est celui où je m'assois et je décide à peu près combien je vais dépenser quand même, et c'est tout. Après, on s'occupe de me faire passer un bon moment et on choisit le vin qui va bien. Parce que là aussi, on a un vrai problème de dire, alors, petite caille farcie au curcuma et avec sa tombée de Krone. Terminé. Bon, alors avec ça, vous allez mettre quoi? Ouais. Avec les cailles, qu'est-ce qu'on va mettre? Il ne faut pas quelque chose de trop lourd. Bon. On n'y connaît rien. Alors, le sommelier, mais faut-il encore une fois, là, vraiment, ce soit un sommelier qui ait goûté le plat, qui connaisse la carte sur le bout des doigts, et puis qui vraiment nous aiguille sur quelque chose. Et là, c'est plus une question, quel est le pourcentage de clients qui, dans un restaurant, font confiance au sommelier? Ça va dépendre du sommelier, ça va dépendre du restaurant. Mais, parce que souvent, le client, il a un a priori. Il veut un pouilly fumé. Ah, j'aurais un pouilly fumé. Non, mais je vais vous mettre un truc, c'est bien. Non, mais quand même, vous n'avez pas pouilly fumé. Donc, il faut des fois le violer un petit peu, quoi. Et pour qu'il se fasse plaisir. C'est là, et là, après, c'est là où il y a un double gain. C'est-à-dire que le client dit, oh, super, vous m'avez conseillé un vin extraordinaire. C'était j'aurais jamais pris ça. Ah oui, justement, excusez-moi, c'est pour ça que je suis là. Et le sommelier, il est vachement content. Il dit, ah bah dis donc,
Là, je suis content parce que j'ai fait un bon choix. Et puis en même temps, le patron, il est content parce qu'il a vendu une bouteille de vin qu'il n'aurait pas vendue. Donc il y a vraiment une espèce de dynamisme à trouver autour de cette question. Et il y a plusieurs solutions pour y parvenir. Mais une des clés, quand même, c'est globalement l'enthousiasme et l'énergie qu'on peut mettre que le sommelier ou le serveur, celui qui amène le vin, peut amener dans la présentation. L'exemple typique, on a des amis italiens dans la salle. En Italie, ils ne connaissent pas forcément le vin, mais ils sont tellement chauvins pour leur région que quand vous allez dans un coin, le gars, il vous dit « Qu'est-ce que vous voulez prendre ça ?» Oh, il vous dit « Ça, monsieur. Oh là là. » Et là, il vous fait un truc. Il vous dresse un tableau superbe, il vous amène ça dans un grand verre et vous passez un moment énorme. Et ça, c'est ce qu'on appelle en œnologie le syndrome du rosé de Provence. C'est-à-dire vous achetez la bouteille, puis vous dites « Oh, je vais ramener ça à mon pote, je vais le secouer complet. » Et vous arrivez à Tours, il fait gris, il y a un petit brouillard sur la Loire, on est au mois de novembre, vous lui servez le truc, il n'a pas un super verre, il dit « Tu vas voir, ça va complètement te coller au siège. » Et là, le type dit « Ah ben non, là, je ne comprends pas, tu y as goûté. » Et vous êtes complètement à côté, vous dites « Il y a un problème, le vin voyage mal. » C'est pas le vin qui a mal. Et donc, c'est pas le vin qui voyage mal. Mais effectivement, l'environnement est primordial. C'est un peu la notion de terroir de consommation, effectivement, sur laquelle on n'a peut-être pas encore assez travaillé, mais effectivement qui nous est rappelé ici et qui est tout à fait exact. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle là, dans cet éclairage encore, c'est que la carte peut être simple, la sommellerie peut être simple, et à la limite, on devrait peut-être dire, devrait être simple, s'adressant à un consommateur qui, je vous rappelle, à 95% ne connaît pas grand-chose ou rien. Donc sa première mission aussi, c'est effectivement de décomplexer ce consommateur, de le faire rentrer par une porte. Et il faut que la porte elle soit belle, elle soit large, elle soit évidente. Il sera bien temps ensuite de les faire visiter les catacombes, mais en tout cas, il faut que la porte d'entrée soit claire. Est-ce que c'est une bonne condition? Parce que quand on a un bar à vin et qu'on essaie aussi justement de rentrer là dans des domaines peut-être plus complexes, d'initier des consommateurs de façon un peu plus profonde, on ne peut pas se contenter non plus d'une carte trop simple. Alors comment est-ce qu'on marie tout ça, Fabien? Ce qui est clair, c'est qu'après, moi j'ai des clients tous les jours en face, et ce que je peux vous dire, c'est que les gens, ils veulent du choix aujourd'hui. Alors le petit restaurant ultra qualitatif avec le chef très talentueux qui vous fait un plat, un vin, vous dégagez, ça marche pas. Ou 20 tables. Ouais, mais aujourd'hui, dans les grandes villes, 98% des restaurants, les gens, ils veulent avoir le choix entre 2, 3, 4 entrées, pareil pour les plats. Mais j'adore le type de... Moi, j'adore l'Italie. Alors, je pense qu'on a ce point commun déjà, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est la mise en scène, mais on est bien, on est pris en charge, mais naturellement avec de la séduction. Aujourd'hui, en France, c'est froid. Effectivement, l'habit, comme disait, c'est stéréotypé, mais le costard, la grappe, tout de suite, déjà, même quelque part, ça peut rassurer, mais ça peut faire peur. Mais ça dépend vachement de la personnalité aussi. Un sommelier, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui doit être amoureux du vin, il doit être passionné. C'est clair, surtout, c'est ça. Il y a ce besoin de séduction du client, et s'il fait bien son boulot, de toute façon, ça va fonctionner. C'est aussi des compétences pures, quoi, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être un costard pour être un bon sommelier, je veux dire, on est d'accord. Moi, quand j'avais les hédoniste, les gens, j'ai mis 6 ans, les 2 premières années, même pas au bout de 6 mois, les gens, ils rentraient chez moi, le mot s'était passé, je donnais jamais la carte des vins. J'étais en jean, j'avais un piercing, j'étais mal rasé, j'avais 27 ans, et les gens me disaient « Monsieur Agel, allez-y ». Et je me suis jamais foutu de leur gueule, entre guillemets, pour parler poliment, et je leur mettais le vin qui allait aller bien à 15 € ou à 45 €. Et voilà, et les gens, ce qui est important, c'est de leur faire plaisir. Et ils savent bien qu'on ne se moque pas d'eux si on ne va pas les arnaquer derrière. Il y a aussi des sommeliers, mais ça, c'est les patrons qui leur demandent, de dire « Écoute, il faut que tu me vendes ça, quoi ». Donc il va forcer un peu la main, quitte à se planter pour vendre un vin à 55, 70 € parce que le mec a le potentiel de les mettre. Moi, au Rive Gauche, je vends des bouteilles à 20 € à des gens qui peuvent en mettre 150 ou 200. Et je veux dire, ils sont surpris, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'ils disent, mais ce qui compte, c'est qu'ils passent un bon moment et ils vont revenir. Alors c'est un peu là l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même faire rentrer des consommateurs qui ne connaissent pas grand-chose dans un univers complexe, les faire rentrer dans la complexité, mais à condition d'avoir une crédibilité, d'avoir une légitimité, d'avoir un savoir-faire. Alors, ce qu'il disait, monsieur tout à l'heure, c'était marrant parce qu'il disait, modestie. La modestie, c'est hyper important. Compétence et modestie. Il faut rester très simple et très simple avec les gens qui n'y connaissent rien. Faut vraiment. Sans doute, il faut de la modestie. Il faut sans doute. Sensé, mais on y connaît tous un petit peu. Tout le monde croit connaître les choses. Mais au fond, si on peut creuser un peu cette notion-là, parce que on est tous un peu modestes, un peu en essayant de ne pas être trop pesant, mais malgré tout, ça suffit pas toujours pour avoir de la crédibilité. Quels sont les facteurs clés de succès de cette crédibilité, cette légitimité, qui à ce moment-là même peut tout à fait se marier avec un piercing plutôt qu'un costume. Très bien, mais quels sont... Alors, est-ce que c'est seulement la cohérence? Quelles sont les conditions qui vont permettre justement aux consommateurs
de rentrer. Finalement, le consommateur, on s'aperçoit qu'il est tout à fait docile. Il ne demande pas mieux que de suivre. Mais est-ce qu'on connaît des cas justement où le consommateur se rebiffe et ne suit pas? Bien sûr, bien sûr. Ça peut peut-être pas nous permettre de mieux comprendre. Après, il y a mille et un cas. Il y a mille et un cas, mais mais l'amour. Enfin, je veux dire, c'est un peu romantique, ce que je veux dire. Mais moi, je suis un grand passionné. C'est l'amour qu'on va donner à la chose et au moment qu'on va passer avec les gens, l'amour des clients en général. Et les gens le ressentent, quoi. Même le pire des clients chiants, casse-bonbons, qui veut nous mettre à défaut, qui veut nous prendre la tête, etc. Si vraiment on est à l'écoute, on va réussir à se le mettre dans la poche. Je veux dire, c'est évident. Le mec, il vient pas là pour vous casser d'office, quoi. Si on se plante, il va en profiter. On peut faire des petites erreurs, mais dans le métier, et le vin ou la salle, c'est pareil. Il faut avant tout avoir le souci du plaisir partagé et de donner du plaisir aux gens. Les gens sont là pour passer un bon moment. Ils sont pas simplement là pour manger et boire. Alors, ouais, et comment on fait pour donner la parole donc à ce consommateur? On comprend bien qu'une façon, c'est effectivement de pas lui. On peut le guider, on peut lui imposer des choses, mais il faut le faire gentiment, avec tact, avec séduction. Il ne faut surtout pas être pesant, comme vous disiez. Je crois que vous avez très bien résumé. Il ne faut pas être pesant, mais il faut quand même le guider parce qu'il ne demande pas mieux finalement que de se faire un peu guider. Mais alors, comment est-ce qu'on une des difficultés, c'est quand même de lui donner la parole, alors qu'il est quand même essentiellement complexé quand même. Il faut vachement l'écouter. Il faut lui demander ce qu'il veut déjà. Il faut toujours demander ce que le client veut, qu'est-ce qu'il souhaite en premier lieu. Et après, ça nous permet, une fois qu'on l'a écouté, de pouvoir le conduire ou le diriger, ou même s'il ne s'est pas trompé, de le féliciter de son choix. Je veux dire, il faut aussi laisser les choses se faire. C'est un dialogue, mais le dialogue, il y a beaucoup de psychologie, il y a de l'écoute, c'est complexe, chaque table est différente. Je veux dire, c'est ce qui fait la magie aussi du boulot. Et par exemple, présenter la carte des vins lorsqu'il y a un couple, pourquoi on présente toujours la carte des vins aux messieurs? C'est un détail, mais ouf. Je suis désolé. Bon, voilà une évolution. Le vin au verre, partout dans le monde. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, on servait du vin au verre. En France, on ne le faisait pas. Pourquoi? Moi, je me souviens d'un restaurateur, je lui avais dit, mais vous ne servez pas de vin au verre, monsieur, dans un établissement comme chez nous. Et je lui ai répondu, bon, écoutez, l'année dernière, j'avais une stagiaire, elle était au Negresco à Nice, et elle servait du vin au verre. Et des 20 pays. Et je suis persuadé que le directeur de la restauration devait se réjouir du coefficient sur ce 20 pays servi au verre. On reprendra ensuite la main sur un ou deux thèmes, mais est-ce que sur cette question-là, justement, du service, du rôle d'interface du sommelier, entre les producteurs et les consommateurs, mais dans cette relation particulière au consommateur, à la fois de l'aider, de le guider, de l'éduquer, et en même temps de commencer par l'écouter, est-ce qu'il y a certaines questions qui vous brûlent les lèvres que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? Il y a un micro-baladeur. Ah, voilà. Bonjour. Moi, ce que j'aurais voulu demander, c'est, j'y connais absolument rien en vin. Et quand on est restaurateur, comment on crée une carte des vins? C'est-à-dire comment la structure, l'organisation. Vous voulez dire comment on devrait faire ou comment on fait vraiment dans la réalité? Comment on devrait faire par rapport au plat, par rapport au goût, par rapport à l'endroit, par rapport à la clientèle? Comment on fait? Messieurs les professeurs, là, monsieur Brunet, monsieur... Bon, il est difficile de juger parti, sinon je vous dirais il existe d'excellents blogs. Voilà. D'un journal spécialisé, donc comme j'écris pour lui, on ne peut pas être jugé parti, mais j'ai régulièrement des questions sur comment composer une carte des vins, etc. Alors, il existe des livres. Documents, mais en deux mots, sans donner de recettes, est-ce qu'il y a quand même des gros pièges à éviter? Est-ce que voilà. Non, oui. Alors, dites-nous. Bon, les gros pièges, c'est d'avoir qui trop embrasse mal étreint. Il faut se limiter, avoir un nombre de références limité, en adéquation avec la région, avec le type d'établissement et avec la saison. Une carte des vins, ça ne doit pas être figé. On doit la faire évoluer régulièrement. Ce qui est d'autant plus facile maintenant avec le service du vin au verre. Et veillez particulièrement, je suis désolé d'insister là-dessus, à la législation des cartes des vins. Vraiment. Alors là, vous avez des ouvrages, il y en a pas mal, il y a des blogs également. Et puis alors, une chose aussi,
vous pouvez vous adresser, et là, vous savez, on a toujours... Alors, je fais D, C, G... G, C, C, R, F. Voilà. Alors, on a On voit que vous n'avez l'impression... pas payé beaucoup d'amendes dans votre vie. On parce a que vous l'impression sauriez qu'ils d'avance. sont là avec le bâton, mais pas du tout. Vous pouvez leur soumettre votre carte des vins, ils vous donneront leur avis. Là, ils le font assez rapidement. Moi, j'ai une question en suspens. Ça fait 6 mois que j'attends la réponse, mais à Paris, ils sont en congé. Là, je vais juste quand même préciser les choses, si nos amis de la DGCRF sont dans la salle. La DGCRF ne vous validera jamais ni une carte, ni une Elle vous donnera son avis. Oui, Elle mais ne son la avis valide jamais. sera toujours réservé. C'est-à-dire, elle vous dira, là, il y a ci, vous indiquez Oui. ça, et la réglementation, c'est ça. Elle ne sait faire qu'un Ah, rappel non, de oui. réglementation. Non, mais enfin, ils peuvent aider quand Fait même. pas de conseils, Ils peuvent fait pas de aider. conseils. Oui, oui. Et là-dessus, donc, en matière effectivement, de cadre légal, tant des catalogues de vins qu'un caviste est amené à éditer qu'une carte des vins, la réglementation est ultra précise, et là aussi, elle est, à mon avis, très en retard. Parce que, je vous donne un exemple, vous vendez un vin... Alors, c'est un peu compliqué, je vous donne un exemple précis qui me concerne. Vous vendez un vin de Pays de la Vienne, eh bien, en vin de Pays de la Vienne, qui est un Sauvignon, en vin de Pays de la Vienne, vous n'avez pas le droit d'indiquer le cépage. C'est comme ça. Donc, le cépage n'est pas sur l'étiquette, mais le truc est 100% Sauvignon. Si vous mettez vin de Pays de la Vienne, Sauvignon, vous êtes condamnable parce que cette appellation n'autorise pas la mention Ça de va cépage. s'arrêter, ça va Oui, oui, changer. non, là, ça évolue. Oui, là, ça quand va, même. oui, mais justement, ça Oui. évolue. Et d'autres, donc, le critère d'appellation, on ne peut pas mélanger les VQPRD avec les VDP. Ah, merci de le signaler. Ah, ça, Voilà. ça, Oui, c'est mais- l'erreur qu'on trouve régulièrement. Oui, mais c'est Oui, une erreur qui régulièrement, est ouais. extrêmement confusante pour les clients parce qu'ils ne trouvent pas des vins d'une même région. Je pense dans le Languedoc, vous avez des propriétés qui produisent des vins de table et des vins de pays et des vins d'appellation, que ce soit Montpérou ou ailleurs, dans les coteaux de Languedoc, pour des raisons d'assemblage, alors que c'est le même domaine. Donc vous retrouvez, dites, tiens, tu n'as pas la cuvée, si, elle est en page 74, tu vas la trouver là. Donc là, on a aussi une réglementation qui, qu'on le veuille ou non, n'a pas complètement suivi les évolutions du vignoble et qui nécessiterait, mais enfin ça c'est l'ensemble de notre code civil, qui nécessiterait un sérieux dépoussiérage. Ok, Jean-François, sur cette question Non, c'est vrai que bon, ce qu'il disait sur la réglementation est importante. Hein. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'empêche un restaurateur de mettre en avant un domaine ou une cuvée, et pas obligatoirement l'appellation. À partir du moment où elle est présente, on peut la mettre en petit format. Hein. Après, c'est vrai que par rapport à l'organisation elle-même de la carte, ben, tout est possible. Donc, on a dit tout à l'heure, bon, par type de vin, etc. Mais c'est vrai que par exemple, sur les vins de table, on n'a pas le droit de mettre le nom de la région. On doit mettre les vins de table de France, mais on ne peut pas dire qu'ils viennent du Languedoc, etc. Oui, mais, et la rubrique vins divers ne doit pas exister sur une carte. Hein. Et alors, comme vous ne posez pas de questions, moi je vais en poser une parce que je n'y connais pas grand-chose en vin, hein, ça a tellement évolué. Moi je suis restaurateur et je mets vin bio. Alors là-dessus, il y a souvent des contestations importantes. D'ailleurs, j'étais surpris tout à l'heure qu'on ait un discours sur les restaurants bio. Ça, les restaurants bio, il y a une charte qui existe. Et le bio, ce n'est pas une notion floue ou inexistante. C'est extrêmement contrôlé. C'est comme le permis de conduire. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous pouvez savoir conduire sans avoir le permis, ou vous pouvez être un chauffeur tout en ayant le permis. Ça, c'est deux choses différentes. Mais donc, on droit en France et dans toute la communauté européenne de porter la mention biologique les produits qui répondent à un cahier des charges précis, qui est le cahier des charges 1693-2, qui est sorti en 96 d'ailleurs, et qui est édité par la communauté européenne. Et il n'y a pas d'autre cas. Alors, Donc, pour les Et on ne peut pas mettre vin biologique sur la carte. Pour les habitués de ce colloque, on avait fait effectivement la dernière session, c'était justement porté sur ces différents signes de qualité et signalisation de la qualité. Donc effectivement, ce que Paul Brunet veut dire là, c'est effectivement qu'il y a encore probablement trop de cartes qui affichent des vins biologiques alors que ce vin biologique n'existe pas, justement. Je crois que Frédéric a raison. Cette mention n'existe pas. Vin biologique, aujourd'hui, n'existe que des vins issus de raisins produits par l'agriculture biologique. Donc, effectivement, mais il est possible que cette mention, on réfléchit à l'OIV sur cette mention de vin biologique dans l'avenir. Il est possible que ça soit changé. Mais en tout cas, on voit bien que c'est beaucoup de choses trappes pour celui. Je crois que ça répond un peu à votre questionnement. C'est comment faire une carte qui soit à la fois légale, ce qui est toujours très difficile, puisque la réglementation est très très pointue sur cette question des vins. Hein. Comment faire une carte qui soit à la fois légale et en même temps qui soit attractive, qui soit l'amorce d'un dialogue avec le évolutive et un amorce de dialogue avec le consommateur. Je crois que c'est important. Moi, ce que je vois bien, c'est quand même que il y a quand même des éléments qui me paraissent communs à ces réponses, c'est que finalement, l'important, c'est la cohérence. Et comme souvent en marketing, puisque c'est une façon de valoriser les produits, donc c'est une question de marketing qui se pose là,
le consommateur peut tout comprendre à condition qu'on lui explique et que ce soit cohérent. Et la cohérence avec la région, la cohérence avec la saison, la cohérence avec le style, l'important c'est effectivement qu'elle soit affichée, qu'elle soit expliquée et qu'elle soit visible, cette cohérence. Ce qu'on ne supporte pas, ce sont les consommateurs, vous comme moi, on est en permanence face à des incohérences. Et ça, c'est absolument incompris et probablement incompréhensible par les consommateurs. Les consommateurs, on peut les emmener, justement, on peut les promener. Ils n'aiment pas se faire balader au mauvais sens du terme, mais ils aiment bien se faire guider. Et une bonne façon de les guider, c'est de les guider avec cohérence. Mais là, la créativité est permise. Je crois que beaucoup des intervenants ont insisté là-dessus et ils ont raison. Est-ce qu'il y a une autre question sur cette carte? Ensuite, on passera à d'autres aspects. Peut-être Paul Brunet en attendant que... 30 secondes, hein, le temps que Oui. quelqu'un se décide à poser une question. Oui. Hein, on se croirait à l'école, hein, personne n'ose lever le doigt. Mais si. Bon, Si. bon, on a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé, vous avez bien fait de la connaissance des consommateurs. Et on part d'un a priori, le consommateur, il n'y connaît rien. Soit. Mais vous savez que partout en France, il y a des cours d'organisés de connaissance des vins. Et pour professionnels et non professionnels, pour avoir animé ce type de stage pendant moult années, nous sommes en Touraine, moult années, eh bien je sais que les non professionnels, ils viennent, ils travaillent sérieusement. En revanche, on voit très peu de personnel qui nous disent « moi, je n'ai pas le temps ». Point à la ligne. Merci. Oui, Serge Serge Reynaud, Reynaud. donc moi je suis informaticien et webmestre, je n'y connais strictement rien. Simplement, quand on me propose des vins, souvent je suis abreuvé de technique et de technicité, ça me donne des aigreurs d'estomac. Je crois que quand on veut manger, on n'a pas besoin d'apprendre. Quand on veut boire du vin, on peut le faire aussi sans apprendre, à condition que quelqu'un nous guide. La question que je veux vous poser est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que dans la commercialisation dans nos bons restaurants, on est souvent un petit peu trop convenu, on est souvent un tout petit peu trop rigide par rapport à l'acte de vente du vin? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, comme ça se fait dans au moins un restaurant que j'ai en mémoire, des choses un petit peu plus ludiques? Alors ce restaurant, je vais vous le citer, vous pourrez d'ailleurs croiser les personnes qui ont mis ça en place, c'est l'Astrance, et donc vous verrez Christophe Roy, eux vendent du vin de manière extrêmement ludique, il y a un jeu qui est un véritable échange avec le consommateur, et surtout, quand on boit du vin dans ces conditions-là, on éprouve énormément de plaisir à le faire, et c'est quelque chose qui est extrêmement joyeux. Moi, je veux bien boire du vin, j'en bois, ceux qui me connaissent le savent. J'aime bien que ce soit joyeux, que ça se passe dans des ambiances dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles c'est festif. Si je vois arriver quelqu'un habillé en corbeau avec la petite grappe, pour reprendre le truc tout à l'heure, déjà ça me casse un petit peu l'envie de boire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre un grand coup de savate dans la fourmilière de vente et de proposer des choses qui seraient peut-être un peu plus ludiques? Tout à l'heure, vous parliez des étiquettes. Moi, je suis désolé, quand je regarde une bouteille de vin, ça n'a pas trop évolué depuis des lustres. Et puis surtout, je n'ai pas envie, je suis peut-être un cas d'espèce, je n'ai pas envie de prendre en main le petit mémento pour comprendre l'étiquette. Petit mémento qui généralement fait 450 pages et auquel je ne comprends pas grand-chose. Moi, j'ai envie de boire, voilà, tout simplement. Non, mais je suis d'accord, mais alors il faut les deux, parce qu'il faut que le sommelier il soit capable de vous donner un truc. Vous voulez rien savoir, vous voulez arriver un peu comme M. Brochet, on arrive, on veut être tranquille, on veut pas qu'on nous ennuie, on veut boire un truc simple, bon, tout de suite, on s'amuse, etc. Mais il faut aussi être capable de donner le contraire. Il y a des gens qui vont arriver et qui vont être en demande. C'est pas la majorité des cas, mais on peut commencer sur un dialogue très simple et puis aller plus vite dans des trucs un peu plus compliqués, quoi. Mais il faut quand même qu'il y ait des compétences au départ. On ne peut pas simplement faire des clowneries en disant... Parce que si on tombe sur un gars qui s'y connaît un peu, pourtant moi je connais un peu le vin, je suis passionné, ça fait 15 ans que j'en bois beaucoup et que j'en vends, et je me fais avoir aussi de temps en temps. C'est plus rare maintenant, mais je veux dire, des fois, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir, surtout sur la quantité des vins qu'il y a en France, et on se fait piéger, c'est pas grave, on peut le prendre gentiment, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Alors s'amuser, moi en plus je suis quelqu'un de très ludique, je fais le vin, j'ai désacralisé ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, je suis entièrement d'accord. Mais il faut un minimum quand même derrière de compétences et de connaissances pour assurer, quoi. Sinon c'est du délire, quoi. Ça ressemble à rien comme conseil. En tout cas, ce qu'on peut retenir, effectivement, on est content quand même d'entendre le mot joyeux. Là, Et pour oui, la une première part fois, de rêve dans parce la que commercialiser des vins, c'est faire rêver. le plaisir, le rêve, la joie. On voit bien déjà que poser ce mot joyeux,
Serge Reynaud nous a proposé, ça fait nous réveiller aussitôt pour dire bah oui, mais bien sûr, on a aussi du rêve et du plaisir à vendre. Effectivement, mais je crois que c'est vrai qu'on souligne là l'un des avatars de ce qu'on exposait tout à l'heure, c'est-à-dire que la réglementation, mais l'organisation de façon générale de cette filière vin a été faite par l'amont, par les productions, par les producteurs, par les appellations d'origine, qui ont des vertus, à n'en pas douter, mais en tout cas qui ont façonné l'organisation. Et effectivement, les appellations les plus récentes se sont donné un modèle qui était le modèle des grands crus bordelais et se sont alignés. On voit bien en Languedoc à la fois les progrès que ça a fait faire, mais en même temps les inadéquations criantes que ça a révélées. Et on le paye aussi aujourd'hui au niveau du service, puisque l'image du vin à la fois devient accessible, chacun peut se payer un verre de vin, et en même temps, on voit bien que on est toujours dans le domaine du sacré, dans le domaine de la prosternation, et qui s'accompagne parfois d'un décorum qui nous met en bonne condition, ou au contraire, qui nous confine, qui nous complexe, qui nous fait peur, et qui nous fait oublier des mots simples comme plaisir ou joie. Alors, ça, c'est pour la carte, la carte des vins. Donc la carte, c'est un aspect des choses. Est-ce que dans sa constitution, est-ce que finalement, puisque la question générale de ce colloque, c'est qu'est-ce qu'un bon restaurant, est-ce qu'il y a de la place pour de la sommellerie, c'est-à-dire au sens large, on a dit pas seulement avec le sommelier habillé en corbeau, mais pour la sommellerie, c'est-à-dire ce dialogue fécond et rentable, sans doute, avec le consommateur, dans toutes les formes diverses et modernes de la restauration. Parce que quand même, on n'a pas tellement de doutes sur le haut de gamme, encore qu'on peut se dire, oh là là, on risque de tomber sur le cas d'école, là, avec l'annuaire des grands crus, avec tous les millésimes, et qui nous fait peur. Mais mon inquiétude porte plutôt sur le bas, c'est-à-dire le petit troquet à Paris, on va manger un sandwich entre deux, ce qui est quand même beaucoup une forme de restauration aujourd'hui. Et là, on peut se dire, il faut parfois être un héros pour commander un verre au bar, parce que là, Dieu sait ce qu'on va trouver là-dedans, indépendamment de ce qu'on nous annonce d'ailleurs. Est-ce que la sommellerie, ça ne commence pas là? Est-ce que si on rate cette étape-là, on n'entache pas l'ensemble de la sommellerie? Quel est votre sentiment? Eh bien, moi, tout à l'heure, j'aimerais bien manger un sandwich avec de la baguette fraîche, des rillettes, et qu'on me propose un excellent vin de Touraine. Et je crois que ça commence là, et puis ça termine dans les restaurants qui ont la tête dans les étoiles. Alors bon, c'est un petit peu dommage, on est toujours pris par le temps. Il faut quand même qu'on soit conscient que nous ne sommes plus les seuls sur la planète vin, nous autres Français. Et puis d'autre part, au niveau de l'évolution des cartes de vin, non seulement il faut proposer des vins au verre, mais il faut proposer, au lieu de proposer 15 centilitres, par exemple, 2 fois 8 centilitres d'un vin différent avec un même plat. Alors là, tous les convives discutent de vin. Alors les restaurateurs disent « ce n'est pas possible ». Je suis désolé, avant d'être retraité, avant d'être enseignant, j'ai été restaurateur. Moi, je suis entièrement d'accord, je veux dire là-dessus, sur le vin au verre, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai plein de copains restaurateurs qui vont pas maintenant. C'est vrai que ça se démocratise quand même pas mal. Mais tous les établissements qui avaient compris ça il y a bien longtemps étaient déjà des gens dans des établissements dans lesquels il y avait déjà des passionnés qui savaient qu'il fallait le faire. Je veux dire, le midi, on bosse. Même si on est passionné de vin, on n'a pas forcément envie de boire une bouteille. Je veux dire, et puis c'est pas cohérent avec un menu. Donc le vin au verre, je pense pour les profs et donc ça doit être formé. Il faut vraiment apprendre à servir le vin au verre, mais même en numéro 1. Avant même la bouteille, la priorité aujourd'hui, c'est de servir des vins au verre, mais partout, que les gens, parce que ça freine les gens. Donc ils se disent, mais si on sert un vin au verre, il va être ouvert depuis combien de temps, machin, etc. Et si on en vend, il y a plus de problème. Je veux dire, il faut avoir du débit. Effectivement, vous avez souvent des cartes, les gens ils disent, je peux vous vendre un vin au verre, mais c'est le reste du groupe du séminaire de la semaine dernière pour pas en ouvrir une autre. Donc ça, c'est très souvent aussi. Voilà, le verre, il traîne, enfin bon, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais mettre mes lèvres. Donc bon, il y a plein de choses, mais c'est vrai que dans la formation, le vin au verre aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de défendre nos vins et de les proposer, et de continuer à vendre et à gagner de l'argent, entre guillemets, mais surtout à faire gagner les vignerons et que le vin soit vendu et consommé, parce que c'est vrai qu'il y a une consommation légèrement en baisse. Moi, j'entends plein de collègues qui me disent, moi, je vends plus de vin. Moi, je vends toujours autant de vin. J'ai jamais eu de problème à vendre du vin, jamais. Et dans mon restaurant, voilà, ils prennent du vin, les gens, au bar à vin ou à table, parce qu'on a des solutions, quoi. Mais et pour compléter, pour apporter du plaisir aux clients aussi, parce qu'un repas, toujours... c'est un mets qui est accompagné d'un vin, etc., oui. etc. Mais de toute façon, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour eux qu'on le fait au départ. Au départ, je veux dire, ça permet de vivre. Non, mais au départ, c'est pour pouvoir. Il y a une demande. Oui.
C'est pour répondre à une demande de pouvoir se permettre de boire un verre de vin. Et là, c'est encore bien ce qu'il dit, parce que souvent on fait des grands verres. C'est pareil, faire des petites doses, c'est formidable. Aujourd'hui, il y a des systèmes œnomatiques italiens. Bon, c'est très cher. Moi, je m'y penche pour mon restaurant aujourd'hui, parce qu'avec les serveurs, c'est vrai qu'il faut gérer aussi les marges, etc. Mais il y a des distributeurs de vin sous azote qui vous conservent, qui vous gardent une qualité pour 2 mois à peu près, 8 semaines, et qui vous servent à la demande 4 centilitres, 8 centilitres. Vous le programmez comme vous voulez. Et c'est énorme, je veux dire, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est 1500, 2000 euros, on monte facile à 7000 euros. Mais quand on achète un four en cuisine, on met 10 000 euros, un fourneau, machin, un frigo, une table froide, c'est 10 000 euros. Aujourd'hui, ça peut être vraiment un moyen, il y a des produits vraiment très, très performants pour vendre le vin au verre et avec les doses. Et donc, et des verres gradués, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Alors, en tout cas, on comprend que ce n'est pas la technique qui est déficiente à ce sujet, ce n'est pas une étape limitante, c'est plutôt finalement les manques d'habitude. On en serait bien inspiré de modifier nos habitudes. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, on a parlé d'interface entre la production et la consommation. Là, on s'est attardé un petit peu sur ce nécessaire dialogue et dont on a vu des pistes intéressantes pour renouer et rendre encore plus efficient ce dialogue avec les consommateurs. Moi, j'aimerais un petit mot justement sur les relations avec l'amont de la filière, parce qu'on voit bien que dans la sommellerie, le travail est rendu plus difficile par une réglementation sans doute pesante, qui a été organisée par l'amont de la filière, par des gens qui sont responsables de cette hypersegmentation des vins, qui ont tous des différences à vendre, mais qui les donnent comme ça en pâture à des gens, des sommeliers qui ont bien du mal, ou des cavistes qui ont bien du mal à essayer de faire ce travail de différenciation et de conseil. Alors, cette relation entre les producteurs, qui peut-être pas d'ailleurs non plus trop idéalisé, parce qu'il n'y a pas que les producteurs, il y a les sommeliers, au sens le plus large du terme, ne sont pas en relation qu'avec des producteurs, ils sont aussi en relation avec des centrales d'achat, je crois, des centrales d'achat de boissons qui elles-mêmes façonnent largement les cartes, ça c'est certain, et dans des proportions qui sont bien plus importantes qu'on pourrait l'imaginer si on se laissait un peu simplement porter par le rêve. Aujourd'hui, le poids de ces centrales d'achat est énorme dans la restauration. C'est certain. Mais reste quand même une place, un dialogue possible avec des producteurs. Et là, ça m'intéresserait d'avoir le point de vue de deux représentants qui sont en même temps, qui ont cette double casquette, qui sont en même temps producteurs. Comment est-ce qu'on fait quand on est producteur pour avoir un dialogue intéressant avec des sommeliers? Comment on fait pour les contacter? Sachant qu'il y a toujours deux pièges, soit on n'est pas assez présent, donc on leur donne pas d'informations, donc ils ne peuvent pas le valoriser, soit au contraire, on est trop pressant auprès d'eux et on voudrait les appeler tous les matins en finissant par les irriter. C'est quoi le bon dialogue entre les producteurs et le sommelier? Je crois que ça démarre par une bonne relation avec les producteurs en fait, en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un vigneron, il a à la base besoin d'avoir un sommelier qui va le commercialiser. Quand je dis sommelier, c'est au sens large, c'est-à-dire un caviste, un restaurateur, ce genre de choses. Et c'est un système d'échange en fait entre le producteur et le metteur en marché à lui-même. C'est-à-dire que faire une dégustation avec un sommelier ou un restaurateur, c'est confronter son produit dans un autre contexte avec un œil différent. Et c'est donc échanger. Voilà. Donc c'est vrai que moi, à titre personnel, je relance pas et c'est souvent des rendez-vous qui sont ponctuels à l'année. Je sais que pendant les vendanges, j'ai tel caviste qui va venir ou telle personne. Je sais qu'en janvier ou ce genre de choses. Et je pense qu'après, c'est un simple courrier qui va faire qu'on va informer la personne qu'on a une nouvelle cuvée qui sort ou qu'on a un produit qu'on met en marché. Et au final, je pense que tout est à la relation de confiance. Voilà, grosso modo, l'échange et la relation de confiance avec la personne. Frédéric ? Alors, d'une part, c'est vrai que le sommelier, il a ce rôle de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'effectivement, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense tous, en fait, on achète tous une dimension de rêve qui peut être liée au fait qu'on est dans un 3 étoiles ou au contraire au fait que le vigneron est sympa ou que c'est un vin de mes copains. Voyez, et par contre, l'idée que ce qu'on appelle de la pensée magique, c'est-à-dire du non palpable, c'est pas les molécules dans le verre, n'interviennent pas comme vous le pensiez dans la perception, ça c'est pas vrai, ça intervient toujours de manière importante. Et donc on a besoin de relayer l'information, on a besoin de relayer le message en tant que vigneron qu'on déploie dans nos vins. On a besoin de l'expliquer à nos clients terminaux. Et les sommeliers sont des relais pour ça, parce qu'ils l'expliquent eux-mêmes
à leurs clients. En tout cas, expliquer, c'est pas forcément le mot, c'est pas l'idée de faire une théorie, mais ils en parlent, ils restituent, hein, ils incitent à la découverte. Voilà. Donc ça, c'est donc extrêmement important. Il faut y consacrer beaucoup de temps. Le problème, c'est que Jean Bardet disait tout à l'heure que cuisinier, c'est le métier le plus formidable du monde parce qu'il faut faire les omelettes, les courses, les légumes et tout ça. Mais vigneron, c'est un métier qui est sympa aussi parce qu'il faut être DRH, il faut être agriculteur, il faut être administratif, il faut être douanier. Et il faut être aussi, il faut être microbiologiste, je vous passe les détails, mais enfin, il faut aussi être, au bout d'un moment, commerçant. Et là, on se trouve, moi je le vis tout à fait douloureusement, c'est que j'adore aller voir mes clients. Sauf que j'ai 300 clients. 300 clients professionnels. Donc, mes 300 clients professionnels, je les vois une fois, et puis je les vois en moyenne tous les 3 ans. Et quand je les revois au bout de 3 ans, ils me disent « Ah, on ne te voit pas, c'est nul, t'es pas un vigneron. » Je dis « Les gars, je ne peux pas être là. » Donc, en fait, il y a un problème, c'est qu'ils veulent absolument voir, l'exemplaire original. Alors, c'est sympa, donc je leur envoie mes agents, je leur envoie tout un tas de gens, mais et les agents, eux aussi, ils essaient d'avoir le bon relais, tout ça, bon, au point que maintenant, on a décidé d'avoir que des agents exclusifs, parce que sinon, ils dispersent le message, ils s'en sont pas assez convaincus. Mais c'est comme vous dites, c'est pas pareil, et on a un peu ce dilemme en France, c'est qu'on veut toujours voir le vigneron, et on voudrait qu'en même temps, le vigneron, il fasse du bon vin et que quand même, il soit aussi dans le syndicat pour faire évoluer les choses et qu'il aussi il protège bien l'environnement et qu'il soit dans ses vignes. Donc il y a vraiment une espèce de contradiction qui n'est pas facile à étendre. Mais alors comment on fait? Parce que le vigneron, effectivement, d'abord, ne peut pas voir tous ses clients, s'il y en a 300, même s'ils étaient 300 sur le et plan. encore, mais il y en a qui en ont 10 000. Mais voilà. Et en même temps, quand ce sont des agents à l'étranger, là, on voit bien que les agents disent « Mais vous, les Français, vous êtes bien gentils, mais on ne vous voit pas. » Alors que vos concurrents, ils sont capables, comme on voyait il y a 3 jours, un Africain du Sud, il nous envoie quelqu'un pendant 15 jours, tous les 3 mois, pour nous suivre en clientèle et pour donner des informations. Alors que vous, les Français, avec votre système très atomisé, eh bien, vous êtes incapables d'avoir une relation suivie et nous, on est un peu orphelins de ces informations. Alors, on a bien compris le constat, on a bien compris la difficulté, mais est-ce qu'il y a quand même des bonnes pistes de travail? Il y a les outils, hein. Encore une fois, il faut s'impliquer auprès des salons, il faut s'impliquer, mais tout ça c'est extrêmement chronophage. Ah oui. Donc on ne peut pas en même temps avoir une vie de famille, avoir une vie, être un super commercial, être un super vigneron. Enfin, c'est des choses qu'il faut organiser de manière assez précise. Alors il y a un outil quand même qui est formidable aujourd'hui. Un, c'est le téléphone. Donc les gens ils peuvent nous appeler, on peut leur donner des sons en direct, et puis il y a l'Internet. Donc avec l'Internet, il y a quand même le mail qui permet d'échanger, et puis le site, et de plus en plus de vignerons. Alors après, on sombre, il y a des gens qui jugent ça, hein, c'est sombré dans le truc américain, parce qu'effectivement, moi je connais des domaines qui nous envoient quasiment tous les 15 jours, ils nous envoient un petit film de ce qui se passe chez eux. Bon, alors non, mais ça peut être jugé abusif, mais c'est très bien perçu par nos clients, par nos amis américains ou étrangers. Donc, tout est permis. Il y a plein de solutions. Et là encore, ça, c'est le métier. Quand je disais courroie de transmission, ça peut être une des fonctions du sommelier. Moi en PLID, j'ai embauché des sommeliers à une époque qui s'occupaient que de ça, que de faire établir les liens et quelque part porter la bonne parole. Parce que un vigneron, c'est avant tout un convaincu. S'il n'est pas convaincu, en général, il arrête assez vite. En effet, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste un petit mot. J'ai assisté à des jurys de très très nombreux concours. Et on voit vraiment la différence entre un candidat qui a entendu parler du vin, qui l'a éventuellement goûté sur un salon, et celui qui a rencontré la personne qui a mis ce vin au monde. S'il a rencontré la personne qui a mis le vin au monde, il nous en parle vraiment. Alors, messieurs les producteurs, je sais que vous êtes très sollicités, que vous avez de multiples casquettes, mais essayez de maintenir ces relations privilégiées avec les gens qui commercialisent du vin. Pas forcément les sommeliers en noir, comme vous les appeliez tout à l'heure, mais par exemple avec mon collègue, là, qui connaît tous les vignerons, je suis sûr, des vins qu'il propose. Mais oui. Regardez, c'est pour ça que je vais intervenir, c'est important, parce que je vends son vin depuis un petit trimestre. C'est M. Truffert qui est passé me le présenter. Mais je le connais depuis longtemps, parce qu'il a du succès depuis longtemps avec ses vins de l'Empilladé, chez les cavistes de Paris, etc. Quand j'ai commencé, il y a déjà 10 ans... 15 ans à acheter du vin, à vendre, etc. Et donc, il est connu, donc c'est sûr. Mais moi, je n'avais jamais passé le pas. Et là, effectivement, grâce à un de ces relais sur le terrain, qui est venu me voir, qui m'a fait goûter,
J'y suis passé et je ne le connaissais pas. Donc je fais la rencontre aujourd'hui de quelqu'un que je vends au quotidien depuis maintenant 3 mois. C'est super. Mais non, mais c'est blague mise à part. Les vignerons, si on les appelle pour venir les voir, ils vous reçoivent. Hein. Je veux dire, faut arrêter. C'est pas le problème. C'est plus dans la démarche d'un sommelier ou quoi de prendre le temps et qu'il n'a pas forcément. C'est compliqué. Il parle de son métier de vigneron, de chef d'entreprise et tout. Mais c'est pareil. Moi, depuis que j'ai ce boulot-là, je vais plus dans les vignes, quoi. Parce que le week-end, j'ai un gamin de 5 ans. Enfin, chacun a sa vie. On peut pas tout faire non plus. Mais la démarche, c'est quand même de faire les salons. C'est hyper important pour les professionnels, les sommeliers, les étudiants, tous ceux que vous allez avoir. Il faut qu'ils fassent le salon des vins de Loire. Il faut qu'ils fassent une expo, Vinisud. Il faut qu'ils fassent 3 salons dans l'année, quoi. Je veux dire, c'est hyper important ça, quoi. Après, il y a d'autres salons en marge, mais il faut qu'ils aillent voir les vignerons là où ils sont tous au même moment. Et là, on gagne énormément de temps. Et c'est aujourd'hui, on a une vie très prise. Donc... Ça coûte cher, un billet de train, c'est pas énorme. Alors on comprend effectivement que dans la dimension de ce marketing du vin, la connaissance produit est importante et que les cépages, les appellations, tout ça est important, mais ça n'est quand même qu'un des aspects et que s'il y avait un mot à retenir plus tôt, ça serait plutôt le mot marketing relationnel. Et ce marketing relationnel, il existe entre les producteurs et les sommeliers pour être relayé jusqu'au consommateur dans une meilleure relation entre le sommelier et le consommateur. Relation d'ailleurs pas du tout unidirectionnelle, puisqu'on a compris que le rôle du sommelier, c'était aussi de décomplexer le consommateur, de le mettre à l'aise, de lui faire prendre conscience de sa force, de sa capacité à déguster, à choisir, à s'exprimer. Tout ça est intéressant. Donc on voit quand même des perspectives intéressantes en bas de la pyramide. En haut de la pyramide, bon, on a compris que là, il y a vraiment des grands noms qui ont émergé, il y a encore des grands concours, qu'il y a encore des meilleurs ouvriers de France, etc. Alors, on a tendance à dire que bon, le travail est fait, j'allais dire presque, parce que j'ai envie de souligner quelques pistes de travail aussi au niveau international. Depuis quelque temps, effectivement, l'Association internationale de la sommellerie, donc, à laquelle la France a un rôle important, et Paul Brunet n'y est pas pour rien, et il pourra nous le dire rapidement, se trouve quand même confronté à une certaine difficulté. D'abord, le mot sommelier a acquis une notoriété et même n'est parfois même pas traduit. C'est-à-dire que c'est le mot français qui est gardé sur le plan international, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Simplement qu'il a en même temps acquis des degrés d'acception tout à fait divers. Et on se trouve à ce moment-là avec cette difficulté d'avoir un risque de voir galvauder le mot sommelier dans des pays où il suffit de faire 24 heures ou 48 heures de formation un petit peu pour sommellerie pour les nuls, pour obtenir des grades, pour obtenir le nom de sommelier, pour obtenir peut-être même l'insigne qui pourrait ressembler à celle qui aujourd'hui correspond à des insignes réservés à des niveaux de prestige en France. On se trouve confronté à des questions de normalisation, dont je voulais vous dire pour votre information que cette question est présente depuis longtemps dans les problématiques de l'Association internationale de sommellerie et qu'elle est aujourd'hui en passe de se résoudre probablement par un rapprochement avec l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Un autre aspect concerne aussi peut-être le fait que quand même la France, donc, qui a un peu ses lettres de noblesse en matière de sommellerie, ou qui les a acquis en tout cas de façon légitime, en même temps regarde un petit peu le monde des Masters of Wine, qui est plutôt un monde anglais, qui a pris un petit peu le pas, qui a quand même acquis aussi une très forte notoriété, une très belle image sur le monde du vin. Alors, je crois qu'il faut s'en réjouir pour certains aspects, parce que ce qui serait le pire, ce serait que le monde du vin disparaisse petit à petit sur la planète. On peut très bien vivre sur la planète sans boire de vin, hein. C'est quand même le lot de la majorité. Eh bien oui, mais c'est pas vital. Malheureusement, c'est pas vital. Peut-être. Oui, c'est bien. En tout cas, pour nous, ça l'est et ça le restera, c'est bien. Mais il faut quand même prendre conscience des risques. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, de part et d'autre, jaillissent aussi des initiatives, qu'on n'ait pas le monopole de la sommellerie, c'est bien, mais on peut se dire, bon, finalement, quel dialogue aujourd'hui ou demain sera possible avec tous ces éléments. On voit bien qu'on n'est pas les seuls au monde et en prendre conscience, c'est aussi une bonne façon d'avancer. Une question, mademoiselle ? Oui, ça sera probablement une des dernières questions, parce qu'on me rappelle l'horaire. On a commencé un peu en retard. Bonjour, Émilie Félix, je me présente Émilie Félix. Oui. Vous avez parlé au tout début, vous avez dit que deux tiers des Français achetaient leur vin en GMS, donc dans la grande conso, et que c'était compliqué parce que finalement la grande conso se désengage, elle ne veut pas conseiller le consommateur quand il se présente devant le linéaire. Du coup, elle ne fait pas un gros chiffre, du coup la taille du linéaire diminue.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la consommation du vin chez les Français. Est-ce que ça commence pas là? Si effectivement ils se tournent vers le GMS en numéro 1, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec les GMS pour que les gens développent cet attrait du vin là où ils vont le chercher au départ? Ou est-ce que c'est justement le restaurant qui doit prendre ce rôle de conseil et qui donc doit conseiller le consommateur qui saura s'y retrouver dans le GMS le jour où il voudra le consommer et l'emmener chez lui? Voilà. Parce qu'un monde sans vin, c'est pas possible. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. C'est une des difficultés tout de même. Les producteurs se sont quand même en masse tournés vers la grande distribution quand elle a tendu les bras, notamment des vins de qualité, des vins d'appellation, ce qu'elle a fait largement à partir des années 70, 80. Là, elle a ouvert grand ses rayons. Les producteurs ont sans doute, avec un manque de discernement certain, confié tous leurs produits d'appellation, donc fondés sur les stratégies de différenciation. A priori, quand on a une appellation, c'est qu'on a une différence à vendre par rapport à l'appellation d'à côté. Et donc confier ça à la grande distribution, qui elle avait un mot d'ordre quand même, c'était que Édouard Leclerc, le père, avait exprimé dès 1949, et là-dessus on ne peut pas le reprocher, on ne peut pas dire que c'est un coup en traître. Ils ont dit notre mission, nous, c'est de vendre, d'acheter moins cher pour revendre moins cher. Et là-dessus, on peut leur faire tous les procès du monde, mais pour acheter moins cher, pour revendre moins cher, à un moment donné, il faut sacrifier toutes les marges, justement, portant sur le conseil, etc. Alors, à la toute marge, on pourra citer tel Leclerc ou tel Carrefour qui a développé sa cave à vin, qui a développé tel conseil, qui a développé telle borne interactive ou telle initiative dont parlait Frédéric. Ça existe. Mais c'est effectivement peanut parce que on peut dire que c'est orthogonal à la philosophie de la grande distribution. Quand on veut être le moins cher que le voisin, on joue sur un quart d'euro, de centimes d'euros, et on ne va pas perdre ce quart de centime d'euro en mettant un sommelier ou équivalent dans le linéaire, parce qu'on est sûr de le perdre au prix de la main-d'œuvre. Et donc, c'est orthogonal. Et c'est pour ça que, effectivement, le risque existe. Vous avez raison de souligner que demain, la même distribution qui a ouvert largement ses rayons, à un moment donné, se dise, mais moi, j'ai ma surface de vente à rentabiliser, et je serais mieux inspiré de vendre des téléphones portables que des bouteilles, parce que le taux quand même, le maître mot de la distribution, c'est la rotation. Eh bien, la rotation est sans commune mesure, et on voit les rayons vin qui parfois rétrécissent, et on peut même se demander jusqu'où ça pourrait rétrécir. Hein. Et donc ça redonne, effectivement je commençais par ça, parce qu'il me semble que tout d'un coup ça redonne une place, et peut-être un poids, une mission, dont il faudrait vérifier qu'elle soit à la mesure des épaules des sommeliers, dans le conseil et même dans le devenir de cette filière. Vous avez entièrement raison de souligner. On pourrait dire la même chose des cavistes, et sans doute aussi des vignerons qui font le pari de la vente au caveau. Fabien ? Moi, je voulais dire là-dessus, c'est vrai que je n'avais pas étudié cette piste, en fait, je l'entends là, mais c'est vrai que ce serait presque idéal, ou une aubaine pour tous ces sommeliers, d'avoir des postes dans les grandes distributions. Je veux dire, ce serait, même si j'aurais une tendance à être assez critique sur les vins qui sont vendus en GD, maintenant, bon, ça c'est un autre problème, parce qu'ils ne pourraient pas vendre en GD des petits domaines, parce qu'ils n'ont pas la production pour pénétrer ce marché-là. Mais bon, bref, mais ce serait pas mal qu'il y ait des gens qui connaissent dans les rayons. Par contre, c'est vrai que ce qui est incroyable, on parlait de l'Italie tout à l'heure, qui est quand même, franchement, pour moi, c'est une référence, parce que au niveau de l'hédonisme et de la façon de vivre le vin dans la culture, c'est peut-être tout simplement un virage dans la culture française. On manque de culture à tous les niveaux, hein, et donc notamment au niveau du vin. On n'a pas le droit de picoler, on n'a pas le droit de fumer. Enfin, ça fait partie d'un processus de sécurité dans la vie là, qui nous coûte quand même pas mal. Il n'y a pas ces mentalités-là dans des pays latins comme l'Italie ou l'Espagne. On est quand même plus libertaire. Bon, après, c'est politique, ça va haut. Non, mais quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, quand même, je veux dire, en Italie, vous allez à Florence, à Rome, dans des pays, dans des villes magnifiques, il y a des œnothécas partout. Il y a des cavistes à tous les coins de rue. Et ils vivent, les gens, ils achètent leur vin chez les cavistes, quoi. Ça, c'est incroyable quand même, parce que moi, ça a été un truc qui m'a sauté aux yeux. Tous les gens là-bas, ils vont acheter leur bouteille du jour. Ils vont pas aller forcément dans le Chianti chercher 48 bouteilles pour l'année. Ils vont aller, ils ont une. Alors, c'est au départ, je pense vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a énormément de choses à faire, mais dans la mentalité française, qui est pourtant le pays où certainement où on vend le plus de vin, c'est énorme. Il y a, quand même si on en consomme moins, il y a quand même tout à faire. Et on voit qu'on est mal desservi. Les grandes distributions, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Peut-être pour être tout à fait complet et peut-être un peu optimiste par rapport à l'opportunité, effectivement, dans quelles conditions il y aurait de la place pour des sommeliers ou des conseillers dans la distribution. Ça pourrait arriver avec l'évolution qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la montée du hard discount qui devient très importante. Ça peut susciter des stratégies de différenciation pour les enseignes de distribution qui naguère se présentaient comme discounters et qui sont obligés aujourd'hui de considérer qu'ils ne sont plus vraiment discounters. Le discounter maintenant n'est plus que le hard discount.
Et donc, il sera à un moment donné obligé de se différencier. Et une façon de se différencier, soit par les produits, c'est difficile parce que tout le monde a un peu les mêmes, soit par le service. Et à ce moment-là, ça peut faire naître l'idée à certaines enseignes de dire, bah, moi, venez plutôt chez moi parce qu'il y a une cave qui ressemble à une cave, ou parce que au moins chez moi, on va vous conseiller, soit par des bornes astucieuses et high-tech, soit par quelqu'un. Mais pour l'instant, je dois dire que les initiatives les plus courantes, hein, les moins marginales, mais sont encore des stagiaires d'écoles de sommellerie ou d'énologie, mais sont des gens qui n'ont pas participé à l'achat des vins dans les foires aux vins. Donc leur conseil est à la limite vraiment frustrant. Mais on peut imaginer, et si on veut finir sur une note d'optimisme, ce que je vous invite quand même à faire, parce qu'on s'est fait le pari quand même, on partage cette philosophie, et ça serait la moindre des choses quand même dans le domaine de la sommellerie, de voir dans les bouteilles à moitié vides, surtout des bouteilles à moitié pleines. Donc je vous souhaite bon appétit à tous et merci d'avoir participé à cette avance. Voilà.